Bienvenue, chers amis, et bienvenue à la prescription avec votre docteur, votre cher docteur Fred Lambert. Et c'est la fin des vacances. Boo-hoo. J'espère sincèrement que vous avez eu du beau temps, que vous avez profité de magnifiques situations. Pour ma part, probablement le pire été de ma vie. Parsemé quelquefois de bons moments. J'ai été malade tout l'été, rhume, infection à la gorge, méningite, COVID qui s'est invité à la maison, gastro à quelques reprises. Bref, un grand merci aux différents camps de jour auxquels ma fille a participé. Elle nous a ramené de magnifiques souvenirs bactériens dont on se souviendra longtemps. Merci à eux. Mais il y a eu quelques couchers de soleil, un peu de baignade pour me faire oublier tout ça. Mais là, c'est le retour de l'école, ce bon cher retour pour mes filles, mais aussi pour moi avec l'enseignement scolaire, mais aussi pour mon complice, ce cher Olivier Chamberlain, celui qui est nommé à chaque fin d'épisode dans le rôle du montage, de la recherche, mais aussi de la réalisation. Plusieurs personnes m'ont écrit pour savoir qui était-il, d'où venait-il exactement. Eh bien, ce cher Olivier, il est mon voisin immédiat sur le plateau Mont-Royal depuis maintenant 2014. On s'est rencontrés, tu avais 8 ans, je me souviens. Oui, 7-8 ans. 7-8 ans. Et là, tu as grandi. Et tu es au secondaire, et l'année prochaine, tu seras en secondaire 4. Déjà. L'année qui compte, parce que les autres, c'était correct, mais là, maintenant, ça compte pour le reste de ta vie. Pas de pression quand même, pas trop stressé? Non, j'essaie. C'est bon. Et Olivier et moi, écoutez, depuis janvier, on a parti en 2012 cette idée étrange de partir un podcast et on passe de nombreuses heures à discuter de concepts, d'idées, de rythme. Aussi, il est assez relativement sévère envers moi. Il va me dire lorsque j'ai fait un bon épisode ou un mauvais épisode, il va me donner des critiques et c'est extrêmement apprécié. C'est la façon qu'on s'améliore, c'est en ayant un œil extérieur et Olivier est l'œil extérieur du show. Mais quand même, 80% ou des fois peut-être même 82,5% de nos conversations sont à propos du cinéma. Les deux, on trippe littéralement sur le cinéma. Et là, on parle de rentrée du scolaire, mais il y a aussi la rentrée des films. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as hâte de voir cette année? Ben, selon moi, je ne vais pas tout nommer, mais ce qui mérite notre attention, ce serait premièrement Blonde, qui va sortir quand même bientôt, qui est un film sur la vie de Marilyn Monroe, mais porté d'un point de vue beaucoup plus horrifique. OK. Ensuite, on a Babylone, qui est un film de Damien Chazelle, qui est le même donc que Whiplash et La La Land. Oui, qu'on aime beaucoup. Et pour la suite, on a The Fabelmans. Je ne sais pas si tu sais quoi. Aucune idée. C'est le nouveau film de Steven Spielberg. Paraît-il que c'est un peu autobiographique sur le début de sa carrière. Donc, je crois que ça peut être très intéressant. Mais ça. On a aussi Disappointment Boulevard, qui lui va peut-être plus sortir vers 2023, mais qui est le nouveau film d'horreur de Ari Aster, qui m'a l'air... On n'en sait pas beaucoup, mais si vous aimez... Mais il est littéralement en train de donner le nouveau maître de l'horreur, ça on pourrait dire, des jeunes réalisateurs. Là. Oui. Beaucoup l'apprécient, parmi les jeunes même. Absolument. Okay. Ensuite, on a Les Nuits de Masha. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais qui a l'air assez intéressant comme film. Je ne sais pas c'est qui le réalisateur. Je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre. C'est populaire. Okay. Mais semble-t-il que c'est un film un peu thriller horrifique qui serait à surveiller. Il se raconte, pour être rapidement, il disait dans la bande d'annonce que c'était basé sur des faits réels, mais ça, je ne sais pas à quel point on peut s'y fier. Mais il y a une bande annonce qui est disponible, donc si vous voulez un résumé, il y a ça. Comment ça s'appelle encore, Masha? La Nuit de Masha. Les Nuits de Masha. Les Nuits de Masha, merci. Puis pour la dernière chose à suivre, selon moi, il y aurait Poor Things,
ou Pauvre créature en français, qui est adapté du roman du même nom, qui est un film de Yorgos Lanthimos. Oui. On sait pas mal rien là-dessus, mais... Non, on n'est jamais très déçu de ces films à date. Donc, avec Dogtooth ou encore... pardon, j'ai un blanc de mémoire pour l'instant. Helps. Oui, exactement. Merci beaucoup. Et tout ce qui est The Favorite, The Lobster. The Lobster, exactement. Super. Merci, Olivier. Merci beaucoup. Alors, je te souhaite une bonne rentrée. Je souhaite une bonne rentrée à tous. Merci. Et écoutez, aujourd'hui, je vous propose un entretien avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire énormément à distance depuis longtemps. Et enfin, on s'est rencontrés dans la modeste salle à dîner, je pourrais dire, de ma maison, le seul et unique Dominique Tardif. Dominique Tardif est né en 1986 à Rouyn-Noranda. Il est depuis décembre 2021 journaliste au quotidien La Presse. Il a créé et anime le balado indépendant Deviens-tu ce que t'as voulu? À Ami Télé, il est l'hôte de l'émission Viens souper. On peut l'entendre régulièrement sur les ondes de la radio publique. Il a un jour été nommé le Terry Fox d'Asbestos. Voici ma rencontre avec Dominique Tardif. Écoute, aujourd'hui, c'est quand même particulier. C'est la première fois que je fais un épisode dans ma maison. Oh! Non, pas dans ma maison, c'est pas la première fois. T'avais pas fini ta phrase. Non, dans ma maison, avec ma fille qui dort en arrière, qui fait une sieste. Hein? Okay. Avoue qu'on sent rien en ce moment, là. Puis on a un deal, elle et moi et un enfant de 4 ans, là, on a un deal que elle a eu sa première journée d'école, et là, elle est fatiguée de ça. Et là, on a fait, regarde, il y a quelques bons films qu'elle a envie de voir. Si tu veux voir le bon film ce soir, ben il faut que tu fasses une bonne sieste pendant que je fais une entrevue dans la cuisine. Mais hey, quand même, c'est un silence exemplaire. On va peut-être qu'on va avoir une surprise. Peut-être qu'il va avoir Tu me l'aurais pas dit que je l'aurais pas su. Exactement. Je suis très impressionné parce que moi, ma fille va avoir 2 ans en octobre. Puis, ben évidemment, on n'est pas du tout rendu là. Non. On est comme dans ouais. À quelle date pour le fin d'octobre? T'es-tu... Le 20 octobre. OK. Ouais. Mike, moi, c'est le 25. Yeah. Donc, des fêtes... Non, mais c'est quelque chose... 2 ans, c'est le fun. 2 ans, c'est le fun. Ben, oui. C'est le fun toutes les années, là, mais c'est quand même... Mais là, c'est vraiment... je regardais des photos d'elle il y a quelques mois à peine ce matin, puis est-ce qu'on a commencé, là, ou pas? Ou pas vraiment? On a commencé. Hein? On a commencé. On est dedans. Je regardais c'est pour ça que j'aime les balados, parce qu'on sait jamais quand ça commence, quand ça finit. Mais la vie est un long balado. Ça dépend, parce que moi, pendant un bout, quand j'ai commencé à faire du balado, je faisais toujours « Bonjour! Ouais. Comment allez-vous? » Puis là, à force d'écouter quelques épisodes, j'étais là « Ah non, mais c'était insupportable. » Je disais « C'est tout le temps la salutation. » J'ai décidé de... Quand l'invité rentre, j'appuie sur « Enregistrer ». Puis le flow se fait directement. Je fais tout le temps ça, moi aussi. Mais c'est ça, en fait, j'ai appris un peu ça de ton balado. Mais moi, j'ai pris ça de... Marc Maron fait toujours ça, c'est-à-dire que ça m'arrive souvent, moi aussi, mais ça arrive souvent chez Marc que les invités, après 10-15 minutes, ils posent la question. Have we started yet? Ouais. Puis le Marc, ben non, on a commencé. Là. Moi, mes débuts préférés en ce moment de podcast, on va aller là-dedans. Mes débuts préférés de podcast, c'est ceux de Lex Friedman. Est-ce que tu écoutes Lex? Je le connais pas, non. OK, ça, là, ce gars-là, c'est une drôle de bébite, prof d'université, spécialiste d'intelligence artificielle, ukrainien, russe, et qui habite aux États-Unis maintenant. Un espèce de gars qui est toujours habillé en complet, très, très sérieux, une voix un peu mécanique, limite robotique, mais un brain, connaît un peu qu'à faire. Et à chaque fois qu'il commence, c'est jamais de salutation avec son invité, mais toujours une espèce de question existentielle, mais toujours basée sur une citation de quelqu'un. Donc, il va sortir un auteur, il va dire une phrase, il va dire comment tu te situes par rapport à cette phrase-là. Puis là, ça part. Puis des fois, même l'invité est comme, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Puis il dit, mais justement, fais quelque chose avec. Mais là, il tremble. Il met ça sur les épaules de l'invité entièrement. Ouais, mais moi, j'haïs pas ça, tu sais. En tout cas, il y a tellement de façons de faire.
écoute, première fois qu'on se rencontre... Mais je t'ai déjà vu en spectacle, Fred, moi. Tu m'as vu où? Je t'ai vu... c'est ce que je vérifiais avant de m'en venir ici, parce que j'avais fait une publication sur Instagram à ce sujet. J'ai vu le Quatuor Molinari au Théâtre Centennial de Lennoxville en 2014, en janvier 2014. Et vous jouiez ce soir-là du Shostakovich. Et j'ai écrit sur Instagram, et tu vas comprendre à quel point je suis un néophyte en matière de musique classique et contemporaine, que ce que vous aviez joué ce soir-là de Shostakovich, c'était très grunge. Ah oui, écoute, tu peux pas avoir plus mis le doigt là-dessus. C'est intense comme musique. Ouais. C'est intense comme musique. Mais t'étais là, OK, wow. Ça, c'est toujours fascinant parce que, écoute, toutes les collaborations pop-ish qu'on a faites avec Molinari au cours des dernières années, je croise plein de gens, puis tout le monde souvent vient me souligner ça. Puis souvent, les concerts de musique classique, la façon, c'est tellement... il y a tellement de formules, on est assis, on applaudit, les gens s'en vont, les gens restent pas après un show. On s'en va pas au bar après. Non, donc des fois, il y a des surprises comme toi qui m'annoncent, ah oui, j'étais là à tel concert, wow, ok, c'est cool, écoute, je suis content que c'est parce que je t'entendais déjà à cette époque-là au micro de Catherine. Ben oui, c'est vrai, puis des fois, elle était gentille, elle pluguait mes affaires sans que, parce qu'on avait comme un dire que quand tu allais à l'émission, tu plugues pas tes propres choses. Ouais. Puis là, des fois, c'est elle qui débordait. Vous dites, mais Frédéric, ce soir, vous êtes en concert. Merci. Mais je t'ai vu aussi avec des artistes pop entre gros guillemets. Je t'ai vu au Cinéma L'amour. Avec Philemon. Ouais, c'était une soirée mémorable. Ça sent... Il y a vraiment une odeur assez particulière au Cinéma L'amour. C'est fou, hein, quand même. Ah, mais moi, je l'ai visité de multiples fois pour ce projet-là. Uh-huh. Puis les choses que j'ai vues là, c'est particulier. Ça s'effacera jamais de ta mémoire. Puis après, mais c'est parce qu'après, si on est vraiment honnête sur l'affaire, moi je pense, c'est une théorie, évidemment c'est une théorie, je ne vais pas me faire poursuivre, mais que c'est, je pense, un lieu pour blanchir de l'argent ou quelque chose dans le genre, parce que le propriétaire il dit souvent, c'est plein, je suis allé, écoute, 4-5 fois pour des plans techniques, il fallait qu'on aille voir, c'était toujours vide, c'est toujours les mêmes messieurs qui étaient là, qui venaient entre amis admirer de la pornographie. Oui, c'est ça. Moi j'ai cru comprendre que la pornographie était distribuée d'une autre manière maintenant, qu'il y avait une autre manière d'y avoir accès. Ouais, mais c'est pas ça qui se passe. Mais quand même, c'est vrai par contre qu'il y a des gens qui vont pour vraiment avoir du fun. Parce que nous, quand on a fait le deal, quand on a les gens étaient venus voir le show, c'est qu'ils disaient, ils étaient très sévères, ils disaient, on vous laisse la salle juste quand on ferme. C'est pour ça que les shows étaient à minuit. Bon, à 10h30, les gens qui étaient dans la projection étaient obligés de partir. Et écoute, j'ai vu des gens, parce qu'au deuxième étage, c'est des salles qui disent VIP où tu peux aller t'amuser et les gens peuvent aller t'observer, t'amuser. Donc, donc c'est un peu échangé ce machin. Puis j'ai vu des jeunes de mon âge sortir de là. Je dis, OK, guys, vous, l'hygiène, c'est pas un problème. Donc, oui, c'est ça. Quand même, il y avait... je me souviens que ma blonde et moi, on était un peu préoccupés par l'hygiène de la salle dans laquelle on se trouvait. Avoue que tu as choisi des vêtements qui allaient strictement au lavage après ce concert. Oh oui, puis on a mis ça à l'eau chaude. C'est le long cycle dans la laveuse. C'est un peu tragique parce que c'est quand même un des trésors canadiens, parce que c'est un des premiers théâtres. En fait, il y a encore des inscriptions hébraïques sur les murs. C'est un théâtre juif de marionnettes à la base. Donc c'était ça. Puis tout l'architecte qui est à la style opéra avec un deuxième étage, des petites loges. En tout cas, c'était mignon. Bref, tu m'as déjà vu. Oui. Même moi, je t'ai beaucoup lu. À travers... tu sais, tu as été où de voir un bout. Ouais. Un bout même, pas mal d'années, je pense. Oui, pendant 4-5 ans. 4-5 ans. Switch à la presse. Ouais. Tu t'es amusé aussi avec des collaborations un peu ici, là, Urbania. Oui, j'ai écrit dans Urbania, j'ai été chroniqueur dans la revue Les Libraires, dans l'Aide québécoise. J'ai écrit un peu partout. Un peu partout. Et là, le podcast qui est arrivé, dont on va discuter, moi, ça me fait vraiment bizarre de... Je suis super content de te rencontrer, mais tu sais, c'est assez impressionnant la quantité de choses que tu as sorties dans les dernières années, mais des choses de qualité aussi. Tu sais, j'en parlais, puis tu sais, dans le milieu, en tout cas, sûrement tu es peut-être au courant, mais tu sais, tu es très respecté par la communauté artistique pour la façon que tu es articulé, la façon que tu vas... finalement, que tu prends vraiment au sérieux tous tes sujets. Là. C'est bizarre à dire parce qu'on a un peu... Il me semble que c'est la moindre des choses, mais... En tout cas, on pourrait en parler longtemps sur d'autres noms que je nommerai pas. Là, mais en gros, c'est que, tu sais,
t'as une vitesse, je pense, de production qui me fascine, honnêtement. Je sais même pas comment exactement tu réussis à aller là-dedans. Bref, on va faire peut-être un chemin à l'envers. Je voudrais bien savoir l'origine de ça. Je sais pas, est-ce que toi, tu as eu, comme certains l'ont dans le milieu journalistique, l'espèce d'appel, l'espèce de voix de Dieu qui t'a dit « Ah, tu seras journaliste, puis là, tu as eu ta vocation, puis là, tu t'es lancé là-dedans. » Et là, c'était fantastique ou c'était un espèce d'accident de parcours, là? C'est un peu des deux, c'est-à-dire que lorsque j'y repense, lorsque je pense à mon passé, puis que je revois certains moments, c'est une sorte d'évidence que ça m'intéressait depuis très longtemps de faire ça, parce que c'est vraiment une anecdote, là, mais en 6e année, par exemple, je signais des critiques de disques dans le journal de mon école primaire, puis j'ai continué à faire ça. Il y avait un journal quand même dans ton école primaire. Oui, puis j'en étais peut-être l'initiateur, si ça se trouve, parce que je voulais trouver un véhicule pour publier d'importantes critiques sur le plus récent album de Fastball. J'avais prédit que Fastball allait révolutionner l'histoire du rock, ce qui ne s'est pas exactement produit. Donc j'ai fait ça, j'ai continué à faire ce genre de texte-là. J'étais dans la radio étudiante au secondaire. Mon héros, dès l'âge de 10-11 ans, là, c'est drôle parce que je porte un t-shirt de Musique Plus aujourd'hui, mais mon héros, c'était Claude Rajotte. Je regardais Musique Plus presque 24 heures sur 24. Je regardais toutes les semaines, évidemment, Le Cimetière des CD. Puis, je voulais devenir Claude Rajotte. C'est écrit dans mon album définissant en 6e année que, souvent, on va dire Vraiment? Que les gens veulent pas... Les critiques sont des artistes ratés. Oui, ça, c'est une drôle d'affaire. Oui, c'est une drôle d'affaire. Puis, en tout cas, dans mon cas, c'est faux parce que le document existe, il est imprimé, il se trouve chez mes parents. Et c'est prouvé. En 6e année, c'est écrit la profession à laquelle je rêvais, c'était celle de... Je pense que j'avais écrit critique musicale. Donc, tu consommais beaucoup de musique, je t'en écoutais beaucoup. Mais Rouen, t'habitais à Rouen? Ouais, j'habitais à Rouen, puis ensuite, je suis déménagé. Là, c'est la police qui vient me chercher parce que... c'est pas pire. Non, mais là, on a le droit à un avion. Je voulais pas le mentionner. Là, il y a la police, les pompiers. On créerait pas qu'on est sur le plateau Montréal, finalement. Bienvenue à Montréal. Ben oui. Attends un peu, qu'est-ce qu'on disait? C'est parce que, tu sais, t'as habité à Rouen, mais t'es natif de Rouen, mais tu sais, toute l'accessibilité musicale à l'époque, bon, tu l'avais via Musique Plus, évidemment, par la télé. Mais tu avais quand même ce goût aux albums. Je disais, tes parents étaient un peu mélomanes ou c'est vraiment... Est-ce que tu as eu un grand frère, une grande sœur qui t'ont amené? Non, je suis enfant unique. Mais ma mère, mes parents sont plutôt mélomanes, mais sont pas non plus de fervents mélomanes. C'est-à-dire qu'il y avait de la musique chez moi, mais il n'y avait pas une si grande collection de disques que ça. Mais ma mère accédait à mes demandes d'une manière qui m'étonne en rétrospective. Là. À l'âge de 6 ans, je suis allé voir avec ma mère Luc La Rochelière en spectacle au Théâtre du Cuivre. On allait voir beaucoup de spectacles. Puis là, dans ce cas-là, ma mère se plaît à le répéter à quel point elle aimait pas vraiment Luc La Rochelière. Puis c'est moi, parce que ça devait jouer à la radio, qui avait réclamé qu'on allait voir un spectacle. Et parce que j'avais 6 ans, je me suis endormi pendant le show de Luc La Rochelière. Puis on était en première rangée, en plus. Puis on s'entend que c'est tout sauver mon âme. Là. C'est cette époque-là. Ouais. C'est le début des années 90. Il y a plein de spectacles, mais je me souviens d'avoir vu la tournée Retour de Beau Dommage. Ça, c'est une soirée. C'est une époque dont les gens se souviennent pas avec grande émotion habituellement. Là. C'est pas la plus grande époque de Beau Dommage, mais moi, ça m'a beaucoup marqué. Pas grande époque, mais quand même, tout le monde était tellement excité de ça. Puis l'album aussi qui avait sorti. Oui, il y avait quand même beaucoup de hits sur cet album-là. Donc... mes parents me permettaient d'avoir accès à ces choses-là. Musique Plus, quand même, c'était un véhicule hyper important. C'était une porte d'accès, une fenêtre sur la musique, mais des formes de musique assez étranges. Tu sais, Claude Rajotte animait La Courbe, qui mettait en lumière la musique alternative. Il y avait l'émission de rap, l'émission de musique métal, l'émission de R&B. Il y avait une émission sur la mode. Il y avait l'émission d'Anne-Marie Lozic sur le cinéma. Donc, il y avait tous ces... Puis il y avait la scène locale aussi qui était quand même bien représentée. À Musique Plus, un de mes groupes préférés, par exemple, c'est French Bee. N'eût été de Musique Plus, j'aurais jamais eu connaissance de l'existence de French Bee. C'est vraiment un exemple parmi tant d'autres de groupes assez marginaux, finalement, que j'ai découvert grâce à Musique Plus. Puis Rouyn-Noranda, faut le dire, c'est quand même une ville où la culture a une certaine place, en fait une place assez importante aujourd'hui avec le FME, bien sûr, qui n'existait pas quand j'habitais là-bas, mais il y a le Festival international de
cinéma auquel on assistait. Je me souviens d'être allé assister à une matinée de court-métrage quand j'étais en 4e ou 5e année, ce qui est quand même assez chouette. Je pense pas que ça arrive aux enfants de toutes les régions du Québec. Donc, la culture était présente dans ma vie, mais mais c'est ça, j'ai comme pris un détour parce que je me suis mis à jouer de la musique C'est là que je vais en ouais. OK. Je me suis mis à jouer de la musique autour de l'âge de 11 ans, de la batterie. Okay. Quand j'ai eu un cancer, quand j'ai eu 14 ans, donc là, j'ai eu droit à un rêve d'enfant, puis j'ai eu une gigantesque batterie Tama. Ça, c'était ton rêve d'enfant? Ouais, et voilà. Okay. Je suis allé me choisir une batterie chez Ital Melody, à côté du... Là, t'habitais à Montréal? J'habitais à Asbestos à ce moment-là. Asbestos à ce moment-là. Okay, la ville formerly known as Asbestos, qui s'appelle maintenant Val-des-Sources. Donc, j'habitais à Asbestos. On est venu au Ital Melody à côté du marché Jean Talon. Je me suis choisi une gigantesque batterie dans un catalogue. Shit. J'avais un chèque en blanc pour... Tu devais capoter. Oui, c'était vraiment fantastique. Mais fait que je me suis un peu accroché à cette idée-là que j'allais devenir musicien. Puis j'ai failli tenter de m'inscrire en musique au cégep. Puis je me souviens d'une conversation assez agitée avec ma mère, dans laquelle elle tentait de me faire comprendre de manière subtile, mais quand même claire, que j'avais pas ce qu'il faut pour être musicien, c'est-à-dire que j'avais pas la discipline. Puis ce que j'ai compris avec les années, c'est non seulement que j'avais pas la discipline, puis là, tu me corrigeras si je me trompe, parce que toi, visiblement, tu l'avais, la discipline. Ouais. Tu le dis comme si c'était Non, je le dis, je pense que... Une malédiction. Non, c'est juste que ça me fait un peu rire quand les gens disent... tu sais, t'es pas discipliné, donc tu peux pas aller faire ça. Je suis toujours comme... Ouais, mais en même temps... J'étais pas... La discipline, ça s'appelait ma mère. C'était ma mère qui me disait, va pratiquer. J'étais, non, ça me dit, parfait, pratique pas, tu ne te cours jamais. J'étais, non. Puis, OK, ça marchait peut-être un peu à menace. Mais en même temps, c'est elle qui m'a éduqué ça, parce que je pense pas que c'est naturel. Peut-être qu'il y a des cas rares de gens qui sont comme supra-disciplinés, puis même, tu sais, là, maintenant que j'ai 2 enfants, je vois bien que c'est, tu sais, là, ma plus vieille au début, là, pas disciplinée, là, j'ai commencé à lui montrer les bienfaits de ça, mais c'est pas quelque chose de naturel. C'est ça le problème. Puis moi, ma mère étant un peu intransigeante, là, tu sais, ma soeur et moi, elle nous a gaulés vraiment, nous lâchait pas. Puis en même temps, c'est correct, je suis content qu'elle l'ait fait, mais c'est sûr que c'est compliqué. Mais en même temps, OK, donc en même temps, elle dit, t'es pas assez discipliné pour pratiquer. I get it. Elle dit que c'était pas ton tempérament, genre, peut-être, un peu? Non, mais je pense que ce qu'elle tentait de me dire, c'est que j'avais pas le talent qu'il faut. Puis le talent, ça peut vouloir dire bien des choses. Ça varie beaucoup. Oui, c'est ça. Mais ce que j'ai compris avec les années, en ayant la chance de parler avec beaucoup de musiciens, en faisant des entrevues avec eux, c'est que souvent, quand tu as affaire à un virtuose, j'ai vraiment eu une espèce d'épiphanie quand j'ai fait plusieurs entrevues avec Steve Hill dans ma vie, mais je cherchais des concepts parce que ça faisait tellement de fois que je l'interviewais qu'il fallait que je trouve quelque chose. J'avais proposé à Steve d'aller chez lui puis qu'il me donne un cours de guitare. Je joue pas du tout de guitare. Fait qu'on a fait ça. Il a pris une guitare sur le mur. Puis il a dit, tiens, ça, c'est la guitare dont j'ai joué quand j'ai fait mon show avec Jean Leloup à Québec qui a mal tourné. Je suis comme, cool. Fait que j'ai tenu cette guitare-là pendant une belle heure, mais bon, j'ai pas vraiment réussi à faire grand-chose avec. Mais tout ça pour dire que je posais la question à Steve Hill, qui est un virtuose absolument époustouflant de la guitare. Comment, c'est une question à laquelle il est plus capable de répondre. Comment est-ce qu'il était devenu aussi bon que ça à la guitare, Steve? Puis, tu sais, il répond toujours d'une manière un peu étonnée, dans le sens où il joue, tu sais, je pense que la réponse simple, c'est qu'il a passé son adolescence, même la fin de son enfance, avec une guitare dans les mains, chacun des moments libres qu'il avait, prenait sa guitare dans son lit, jouait de la guitare, revenait de l'école, jouait de la guitare, puis forcément, si tu consacres autant d'heures que ça, évidemment que Steve Hill est arrivé sur cette terre avec un talent naturel, mais il l'a tellement peaufiné que c'est sûr qu'il est devenu bon. C'est sûr qu'il y avait des aptitudes musicales naturelles, créatives, mais il est surtout un exécutant qui n'a pas rapport, en fait, là, c'est ça qui arrive. Mais c'est ça l'affaire avec la musique, c'est que, en tout cas, pour le voir comme prof aussi, là, à l'université, j'ai des gens qui, d'un naturel foudroyant, là, qui vont venir, qui vont commencer à jouer, tu fais, mon Dieu, puis tu le sais, c'est pas des gens qui pratiquent beaucoup, là. C'est juste, c'est naturel. Tu leur dis, fais ça de même, comme ça, schlac. Là, ça marche, c'est comme, boy, c'est chanceux. Puis d'autres étudiants qui vont bûcher bien plus, mais qui vont s'y rendre aussi, mais dont le talent brut est peut-être plus petit.
En même temps, c'est ça. Après, c'est toute l'espèce de combat, charge, travailler beaucoup, pas travailler beaucoup, laisser le naturel habiter, en même temps le battre un peu des fois. Il y a des gens qui ont souffert, par contre, de ça, des gens trop talentueux. Ça c'est un sujet que j'admire. Les gens trop génies de ce qu'ils font se mettent un peu à paniquer de ça, puis commencent à essayer d'analyser pourquoi ils sont si bons, puis pour qu'est-ce qu'ils font. Et là, le talent s'effrite. Il y en a plein qui c'est arrivé, ça. Des violonistes, où est-ce que là, ils ont commencé à comprendre pourquoi moi, à 14 ans, j'étais un des plus grands solistes dans le monde, je jouais avec tout le monde, puis pourquoi c'était si facile, puis là, il allait consulter des professeurs, puis là, tout d'un coup, ils comprenaient ce qu'ils faisaient, mais avant, ils ne comprenaient pas. Puis ils ont ouvert une boîte de pendant, puis là, c'était carrière finie, en 5 ans finie. Donc, des fois, c'est... Steve Hill, même à la limite, je pense que, comme tu dis, le fait qu'il y avait toujours une guide dans les mains. Oui, puis c'est gratifiant, c'est-à-dire que plus qu'il y avait un talent naturel, j'imagine que c'est comme un jeu vidéo, tu débloques des tableaux très rapidement. Ah, c'est sûr. Puis c'est comme dans... Mais c'est aussi dans n'importe quoi, tu sais, parce que même toi, dans ta carrière journalistique... D'ailleurs, on peut-tu y aller avec ça? T'es journaliste... Mais est-ce que tu es journaliste? Moi, en fait, je me pose un peu la question parce que c'est une drôle de question. Non, mais j'ouvre le journal, pas le journal, j'ouvre pas le journal, je regarde maintenant sur ma tablette. Là, c'est un article de Dominique. Je fais super. Puis après, j'écoute le podcast et là, je fais OK. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme toi qui le font en passant. Des journalistes qui ont des podcasts de longue forme, parce que c'est littéralement ça que tu fais, c'est de la longue forme. Est-ce qu'il y en a d'autres au Québec en ce moment? Est-ce qu'il y en a? Je suis pas certain. Tant que ça. Ce que je fais... Puis qui creuse dans le personnel, parce que tu vas vraiment creuser dans la vie privée. Si on me le permet. Si on te le permet, évidemment. Je demande le consentement avant de le faire. Mais tu le fais pas mal dans tous les épisodes, en tout cas pour en avoir beaucoup écouté. Oui, quand même. Mais je le fais dans la mesure où ça permet d'éclairer le travail, puis éventuellement l'œuvre de la personne que je rencontre. T'sais. Je pense que c'est quand même ça la clé aussi, c'est-à-dire que le personnel pour le personnel, c'est une chose, puis ça peut être intéressant parce que les artistes sont des humains et ils ont vécu un certain nombre d'événements auxquels on peut s'identifier, qui peuvent être pertinentes, des expériences qui peuvent être intéressantes à entendre. Mais j'essaie quand même de garder ça dans une perspective où je parle à un artiste, puis évidemment, ce que tu vis en tant qu'humain va nourrir ta création. Mais c'est peut-être pour ça que je te demande si tu es journaliste, parce que je dis, parce que tu as un style artistique dans ta forme de journalisme. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-tu correct que je dise ça ou pas correct? Oui, tout à fait. Mais mais c'est parce que je me considère comme un journaliste dans le sens où je fais des entrevues avec des gens, je vais chercher des informations et je rapporte des faits. Mais après, oui, mais ça, c'est un volet. En fait, je pense qu'il y a un volet de toi. Oui. Ce type-là. Mais il y a l'autre volet. Parce que je trouve qu'il y a un input personnel quand même qui est là, qu'on n'a pas habituellement non plus. Non? Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas. Puis j'essaie quand même d'oser ça pour ne pas devenir... pour pas faire de l'ombre à mon sujet avec ma petite personne. Mais je pense que ça, c'est quand même une des leçons du balado aussi. Là. Je suis pas celui, puis toi non plus, mais je suis pas celui qui parle le plus dans mes balados. J'essaie quand même de faire parler davantage mon invité. Mais, tu sais, souvent, la question la plus pertinente, c'est soit une question simple ou une question hyper personnelle qui part d'une observation intime ou d'une expérience que tu as toi-même vécue. Puis ça, évidemment, j'ai pas fait ça dès le départ de ma vie de journaliste parce que j'avais pas ces outils-là. Puis mais même à l'écrit, c'est un peu bizarre si c'était fait comme ça. Tu trouves pas un peu? Je trouve qu'au parler, comme tu dis, aller piger dans ton père, dans ta vie personnelle puis d'aller accrocher ton sujet, je trouve que au vocal, à l'oral, ça se fait bien. À l'écrit, même, c'est rare qu'on va le... C'est rare que je le lis, en fait, pour dire. Ben, c'est-à-dire que la plupart du temps, dans un article, dans le journal... Les faits, là, oui, aussi, c'est ça. Puis tout ce qui concerne les questions que le journaliste a posées, c'est gommé. Là. On a juste les réponses. Mais j'essaie quand même, parfois, de mettre dans mes articles les mots exacts que j'ai employés, puis quand l'espace le permet aussi, puis quand ça a donné des résultats aussi qui sont pertinents. C'est-à-dire que des fois, tu peux poser une question intime, puis la personne qui est devant toi te répond quelque chose qui est pas spécialement intéressant. Mais j'essaie quand même de le faire dans la mesure où j'écris dans la presse, puis c'est pas le journal de Dominique Tardif. Là. Non, vraiment pas. Non, c'est ça. Faut pas. C'est pas un blog non plus. Là, et puis c'est pas un blog. C'est ça, il y a une grosse différence aussi avec les blogs. T'sais. Toi, t'as déjà eu ça, un blog?
Je bloguais sur quand j'écrivais pour Voir Estrie à l'époque. C'était une lointaine époque où il existait un journal, il existait même des éditions régionales de Voir. C'était hallucinant cette affaire-là. Donc j'avais un blog où je parlais de la vie culturelle à Sherbrooke où j'ai longtemps habité. Donc je parlais des groupes locaux. Puis, tu t'es promené pas mal d'abord, un peu au Québec? Oui. Rouyn-Noranda, ensuite Trois-Rivières, ensuite Asbestos, puis ensuite j'allais faire mes études collégiales puis universitaires à Sherbrooke, puis j'ai collé là pendant plusieurs années. Je dis coller, c'est inutilement péjoratif comme manière de le formuler. Non. J'ai eu beaucoup de plaisir à Sherbrooke, puis c'est là où j'ai appris vraiment c'est là où j'ai été un très mauvais journaliste pendant plusieurs années, puis c'est là où j'ai fini par apprendre certaines choses assez importantes. Pourquoi tu dis un très mauvais journaliste? Je pense que la plupart des gens sont mauvais quand ils commencent, là, ou ils sont peut-être pas... Je dis ça, puis c'est pas vrai, mais c'est que moi, j'ai étudié en littérature, j'ai pas étudié en journalisme, donc... OK. Mais il me manquait des bases, puis dès le départ, je voulais écrire d'une manière qui était différente que celle du canevas habituel d'un texte de journal, sauf que pour faire ça, puis là, ça c'est un cliché, mais pour déconstruire une forme, il faut quand même être en mesure de la maîtriser d'abord. Mm-hmm. Puis je la maîtrisais pas du tout, donc ça donnait des articles sans doute très confus. Mais bon, c'est quand même... C'était une des belles choses avec des journaux, comme des médias comme Voir, c'est que tu avais quand même cette liberté-là où, bon, tu sais, Voir Estrie était lu, mais c'était pas lu par des centaines de milliers de lecteurs non plus. Non, mais il avait quand même... J'avais un rédacteur en chef qui était très, très compétent, qui est encore mon ami, qui s'appelle Mathieu Petit. Salut Mathieu. Mais j'avais quand même cette liberté-là d'expérimenter, mais j'avais dès le départ, puis ça répond peut-être à une de tes précédentes questions, ça a toujours été au cœur de mes préoccupations, la forme, tu sais, parce que un article de journal, ça correspond à une forme qui est quand même assez stricte en général. Okay. Mais moi, tu sais, les gens qui m'ont influencé d'abord puis qui m'ont donné le goût de faire ça, c'est en lisant des magazines comme Rolling Stone, Spin, etc. Puis c'est en remontant dans l'histoire de Rolling Stone, puis en allant lire, bon, évidemment, Hunter S. Thompson, Tom Wolfe, puis en lisant des journalistes peut-être un peu plus contemporains comme Chuck Klosterman, Rob Sheffield, qui écrivent d'une manière qui est très, très personnelle. Là, tu lis 2 phrases de Rob Sheffield, puis même si tu sais pas que c'est lui, tu vas le reconnaître immédiatement. Ouais. Puis moi, c'est un peu à ça que j'aspirais, sauf qu'évidemment, ça demande, puis je pense pas que j'y parviens encore, mais ça demande beaucoup de maîtrise, puis ça demande beaucoup de pratique. Mais c'est drôle que tu nommes ces gens-là, parce que c'est quand même des influences fortes des années 70. En tout cas, du moins... Dans le cas de Hunter S. Thompson et Tom Wolfe, Chuck Klosterman et Rob Sheffield, c'est des gars qui écrivent encore, mais qui ont commencé dans les années 90. Ouais. C'est ça, puis c'est toute une période qui était journalistiquement créative. Ouais. Dont tu disais Rolling Stones. T'as-tu écouté le documentaire qui est sorti sur le... C'est super facile. Sur Ben Fong Torres? Ouais, c'est passionnant. C'est passionnant. Puis ça aussi, c'est encore quelqu'un qui a innové dans le style. Donc, une influence un peu dite américaine, on pourrait dire un peu. C'est ce qu'on appelle le nouveau journalisme, là, c'est-à-dire utiliser les outils de la littérature pour raconter quelque chose qui est arrivé pour vrai, là, pour faire le portrait de quelqu'un dans la plupart des cas. Puis au Québec, ça a eu une influence aussi, ce qu'a fait Nathalie Petrovski pendant plusieurs années à la presse dans ses portraits. Là, je feuilletais récemment je l'ai déjà lu, mais je le refeuilletais parce que c'est tellement bien écrit, son recueil de portraits. C'est vraiment bon. Puis Nathalie Petrovski l'a dit dans mon balado, et voilà, je me plug subtilement, comme si tu l'avais pas fait assez, mais elle le dit elle-même que Hunter S. Thompson, c'était une très grande influence sur son travail à elle. Donc, moi, c'est ça. D'emblée, j'avais puis ça vient aussi du fait que je parle de la littérature. J'ai fini mon bac en littérature. J'ai commencé une maîtrise. Ça me tentait pas. Les gens qui étaient dans la même cohorte que moi se dirigeaient vers le cégep pour y devenir professeur. Puis là, moi, j'avais début de la vingtaine. Puis je me voyais pas retourner tout de suite au cégep dont je venais de sortir il y a quelques années. Mais c'est pour ça que je te dis que ça m'a pris du temps à comprendre que je voulais être journaliste, parce que quand j'y repense, c'est évident. J'avais 10 ans, puis j'écrivais des critiques de disques dans le journal de mon école primaire. Mais là, rendu à la fin de mes études universitaires, je commençais à faire des piges un peu dans Voir Estrie. Je faisais un petit peu de radio aussi à Sherbrooke, à Radio-Canada.
Mais je le faisais un peu en dilettante, en attendant que quelque chose d'autre de plus important arrive. Puis je m'imaginais pas que je pourrais en faire une vraie carrière parce que je m'imaginais pas qu'un vrai journal m'engagerait un jour. Mais bon, j'ai continué un peu par paresse. Puis c'est aussi pour ça aussi que j'étais pas bon au début, c'est-à-dire que je mesurais pas à quel point faire une bonne entrevue puis faire un bon article, ça demande du travail. Donc, je préparais pas mes entrevues, puis j'écrivais, ou je les préparais très, très sommairement. J'ai fait ça, le pas préparer mes entrevues, ça, je l'ai pas fait longtemps parce que rapidement, tu te rends compte que ça mène à rien, surtout que... C'est un cauchemar. Oui, c'est ça, puis surtout que les artistes que je rencontrais au début de ma carrière à Sherbrooke, c'était de jeunes artistes, eux aussi, qui commençaient, puis c'est souvent les gens qui sont les plus difficiles à interviewer parce qu'ils savent pas trop comment parler de leur démarche puis de leur travail. Mais aussi quand même le travail d'écriture après est important dans le sens où tu développes un instinct où tu sais exactement après avoir fait une entrevue, ou en tout cas ça dépend évidemment à chaque fois, là, mais aujourd'hui j'ai une idée plus claire lorsque je fais une entrevue de c'est quoi l'histoire, comment je vais donner une forme à cette heure et demie de jazzette que je viens d'avoir avec quelqu'un. Je trouve ça hot. Parce que c'est là que tu vois le métier de journaliste là, ou le métier d'intervieweur. Moi, je l'ai vu avec Catherine Perrin, je l'ai vu avec Stéphane Bureau pour avoir collaboré avec eux. Et quand Ils sont pas les moindres. Ils sont pas des moindres. Mais quand je les ai vus au top de leur action, c'est quand il y avait un invité ou une invitée qui n'a jamais fait de radio, qui n'est pas à l'aise de discuter d'eux-mêmes. Et c'est quand même, ils sont invités pour y aller. Là. Puis là, mettons, t'as Stéphane qui pose une question, puis la personne répond 3 mots, puis il fait. Puis là, tu sais, je vois tout de suite. Puis là, tu vois l'œil qui switch, puis là, écoute, c'est toujours il faisait, et Catherine aussi, des tours de magie, là, vraiment des tours de magie. J'étais installé, je me disais, oh mon Dieu, comment il reste. Puis tu vois le compteur, puis tu fais, il reste encore 10 minutes, il reste 10 minutes. Puis comme là, une séance d'arrachage dedans. Là. Mais là, ils partent. Puis, tu sais, ça va 2 minutes de... Oui, comme tu dis, arracher là, puis à un moment donné, tout d'un coup, la personne, elle se mettait à parler tout d'un coup, puis il réussissait tout le temps. Moi, j'en revenais jamais. Moi, au début, je transpirais pour eux, là. Je me sentais tellement... Mais c'est ça, c'est le métier. Comme tu dis, quand t'es préparé, maintenant, après, il y a toute cette aisance. Même, c'était justement, Stéphane Bureau m'a déjà dit que souvent, quand il se couche le soir, certaines entrevues, des grosses entrevues, disons, il fait les avoir actés 2-3 fois dans sa tête avant le lendemain. Là, il dit j'ai déjà parlé à ces gens-là, c'est déjà fait. Là. Il dit je les ai élaboré les scénarios. Là. Il dit j'ai déjà discuté avec eux. Il dit le lendemain quand j'arrive, je fais ok, salut. C'est déjà fait. Moi je trouve ça assez incroyable. Je te mentirais si je te disais que je fais pas exactement ça, mais c'est sûr que lorsqu'une entrevue importante approche, surtout pour le balado, là, parce que c'est quand même différent. À l'écrit, tu as quand même le filet de sécurité du montage que tu vas faire avec tout ça. Donc, à moins que la personne te donne vraiment rien, puis si la personne te donne vraiment rien, à la rigueur, tu peux le dire. Cette personne-là, surtout si oui, c'est vrai. Ça peut être ça, l'histoire. Là. Mais donc, tu as quand même le filet de sécurité du texte que tu vas toi-même écrire, puis tu peux raconter un paquet de choses autour. Il y a des moyens de s'en sortir puis de faire un bon papier quand même, mais c'est ça. Lorsque tu te trouves devant des micros comme nous deux présentement, s'il y a une des deux personnes qui ne collabore pas, ça peut être très, très long. Là. Non, c'est ça. Puis, mais même, moi, depuis qu'il m'a dit ça, Stéphane, j'ai commencé à faire l'exercice de m'imaginer conversation. J'ai déjà eu ma conversation avec toi. Est-ce que c'était le fun? Oui, c'était pas pire. Puis, je suis sûr que j'étais plus éloquent dans ton cerveau que présentement. Non, vraiment pas. Même, non, mais en tout cas, mais c'est un exercice intéressant parce qu'en le faisant, dans le vide, en faisant la vaisselle, puis en parlant dans le vide, en étant bizarre avec moi-même, tu sais, il y a des trucs qui sont apparus, là, en jammant avec moi-même. Là, puis d'ailleurs, tout à l'heure, je vais t'arriver sur 2-3 sujets que j'ai hâte de discuter. Mais avant ça, parlons un peu... Oui. Disons, demain matin, je te dis « Hey, Dominique, je pense que je vais lâcher la musique, tout ça, puis écoute, je pense que j'ai envie de devenir journaliste. Je pars là-dedans. Ce serait quoi, toi, ton premier gros conseil un peu que tu pourrais me lancer? Tu me dis, OK, tu fais pas ça, Fred. Ce serait ça mon premier conseil. T'es sérieux à ce point-là? Non, mais... Tu sais, je dis un peu des fois la même chose pour la musique aux gens. Je te fais, tu veux vraiment aller en musique? Vraiment aller en musique? OK, parfait. T'as-tu un plan B, C, D, E, F? OK, parfait. Tu sais, moi, je suis comme super inquiet parce que je veux toujours que les choses se passent une pour les autres, mais puis aussi, on le sait tous que la musique s'est rendue un peu tough en ce moment. Là. Le milieu, vivre de la musique, c'est tough, mais journaliste... Ben, ça va mieux présentement, cela dit, là, en ce qui concerne seulement
les aspects, disons, pratiques là, de la chose. Est-ce que je vais me trouver une job ou pas? Là? Là, ça va mieux depuis quelques années que ça a déjà été. Là, parce que moi, ça fait au moins 10 ans que je me fais dire Dominique, t'auras jamais de job. J'étais pigiste jusqu'à ce que je sois engagé par la presse en décembre dernier. Mais t'étais pigiste au Devoir aussi? Oui. C'était ça à titre de pigiste. Mais là, c'était une collaboration qui était récurrente. Là. Je pouvais signer 2, 3, même 4 textes par semaine. Mais j'étais un pigiste. Mais c'est ça, mais je suis juste curieux parce que tu m'expliques un peu le système de la gig journalistique. Oui. Tu dis pigiste, mais est-ce que tu avais, disons, mettons, un contrat pour l'année qui disait cette année, nous allons te demander un article par semaine minimum? Non. Même pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont pigistes, qui sont des pigistes réguliers au Devoir, qui ont ce type d'entente-là. OK. Puis dans mon cas, peut-être que j'aurais pu le demander, je sais pas, mais c'était vraiment une entente verbale. Puis on va te commander des textes, Dominique, puis je faisais confiance aux gens qui étaient mes patrons. Je faisais confiance à la vie, oui, mais je faisais aussi confiance à mes anciens patrons, puis qui m'ont dit, Dominique, inquiète-toi pas, on va continuer à te commander des textes. Mais qu'est-ce qu'il y en a? D'abord, quand tu es arrivé à la presse, eux, c'est différent. La presse vont dire bon, félicitations, Dominique. Maintenant, tu es membre de la presse. Là c'est un salaire fixe. Mais quand ils disent un salaire fixe, est-ce que là, on arrive avec ça? On a besoin de 4 papiers par semaine? Ou non. C'est pas calculé de cette façon-là? Non, c'est pas comme ça parce que ça se mesure différemment. Puis il y a des textes qui demandent plus de recherche, qui demandent plus de temps, qui demandent plus de travail. Donc, évidemment, il y a une attente de productivité. Puis je peux pas sortir un texte par mois. Là, on va me dire, Dominique, ce serait bien que tu ouvres un petit peu plus la machine. Non, mais en même temps... Mais ça, donc, tu as ce travail-là, c'est super. Le podcast, lui, il est indépendant. Oui. Donc, tu t'autoproduis, tu fais ton truc... Oui. Histoire. Comme toi. Comme moi en ce moment, là, comme avec mes machines. Puis, non, moi j'enregistre dans un studio de musique parce que j'ai trop peur de ça. M'est trop arrivé dans la vie lorsque je faisais des reportages pour la radio à Sherbrooke ou même quand je faisais des entrevues pour le journal puis là que j'enregistre avec mon téléphone de perdre des entrevues. J'ai tellement perdu des entrevues importantes, Fred, c'est quasiment gênant. Attends, tu es capable d'en nommer? Importante que tu fais comme encore aujourd'hui? Non, ça n'a pas de bon sens. C'était pas des entrevues... en fait, c'est des gens importants puis admirables, mais c'était pas si grave parce que j'ai pu les rappeler, mais c'est vraiment gênant de faire ça. Mais j'avais commencé une série de textes au Devoir où je faisais des portraits d'écrivains d'un certain âge, de plus de... Je pense que c'était de plus de 70 ans. Donc, je suis allé faire une entrevue avec Gilles Archambault chez lui. Gilles Archambault m'accueille chez lui. On parle pendant comme 1h30, puis il me raconte sa vie au complet, puis il a vécu beaucoup de choses. Il a rencontré de grands personnages de la littérature et du jazz. C'est absolument fantastique. Puis c'est un monsieur un peu... Il y a de la jasette. Là, une fois qu'il se met à parler, la machine se met en marche, mais il est un peu timide, disons. Puis j'étais allé faire une entrevue avec la grande Denise Boucher, poète, dramaturge, parolière de Jerry Boulet. Je vais chez elle, puis Denise, elle est un peu, le dire d'une manière polie, est un peu bourrue, mais je pense qu'elle m'aimait bien. Je pense qu'elle m'aime bien. Donc c'était quand même pas mal ouverte. Puis aussi, elle a eu des petits ennuis de santé, donc des fois, c'est un peu laborieux pour elle de s'exprimer. Disons qu'il faut la laisser prendre son temps. Puis là, je fais ces entrevues-là, je suis super content, je viens pour les écrire, puis j'ai 1 heure de grichage. La panique, là, j'étais tellement en colère contre moi, contre Apple, contre la vie. Puis, mais t'as pas acheté, donc tu sais pas comme ma petite machine Zoom? Non, en fait, j'enregistre au studio Madame Wood, qui est un studio de musique dans le Myland, qui est juste à côté de chez nous. Ah, OK. Puis, c'est cool parce que ça donne... là, ici, on est vraiment bien accueillis chez toi, Fred. Fin, merci. C'est magnifique, mais j'ai pas... surtout dans l'endroit... Dans le lieu où j'habitais avant, j'ai eu de la difficulté à faire cette phrase. Ça a été pénible, mais j'y suis arrivé. Dans l'appartement où j'habitais avant, j'avais pas d'espace pour faire ça. Puis je trouvais ça étrange aussi. Là, comme moi, je suis pas une vedette, là, donc c'est correct que tu m'accueilles chez toi, mais j'aurais peut-être pas accueilli Véronique Cloutier chez moi. Mais est-ce que des fois, je me suis posé la question en écoutant le podcast, parce que ces gens-là que tu interviews, en tout cas, j'ai hâte d'en parler aussi de ça, de la catégorie de gens que tu as, soit sont occupés, tu te déplaces pas dans leur maison, ça t'arrive pas des fois que tu... Non. À date, on a fait ça entièrement au studio Madame Wood. Bravo. Puis, ouais, mais je trouve que ça donne quand même... Les gens arrivent, ils ont aussi comme une... Je pense qu'ils prennent peut-être ça un petit peu
plus au sérieux. Puis là, je ne vais pas critiquer ta manière de faire, mais puis ça dépend c'est qui. Là. Mais les gens arrivent, sont dans un studio de musique, ça nous donne un sujet de conversation aussi. Puis j'ai pas à me soucier des aspects techniques, ce qui est vraiment merveilleux. Ça m'enlève une pression de. Tu as un technicien qui est là, qui supervise Vincent Blain, qui est toujours derrière la console, à qui je fais des petits sourires une fois de temps en temps quand il y a des choses cocasses qui se produisent. C'est bon, ça. C'est une bonne organisation, peut-être. Je vais continuer à rêver. Mais pour l'instant, mais en même temps, moi, j'adore ça. On est très bien accueillis chez vous. Non, l'idée aussi de se promener. Écoute, ici, j'en ai fait quelques-uns, mais pas tant que ça. D'habitude, je vais chez les gens ou... t'aurais pu venir chez nous, là, tabarouette. Des fois, ça arrive. C'est vrai, j'aurais dû te le proposer. Non, c'est ça. J'avais mon enfant. Ben oui. Je ne pouvais pas. Les enfants. Je ne pouvais pas. C'est ça. Puis ma blonde n'est pas là. Donc, non, c'est ça. Mais OK, revenons au conseil, finalement. Oui, il faut que je te donne des conseils pour devenir journaliste. Ouais. Je pense que le conseil principal, puis c'est relativement simple, c'est il faut que ça te passionne. Il y a quand même c'est vraiment simple, c'est presque niaiseux, mais il y a un certain nombre de gens, puis c'est peut-être vrai dans tous les domaines, mais il y a un certain nombre de gens qui pratiquent la job de journaliste pour qui on dirait des fois, puis il n'y a pas de nom qui me vient en tête, là. La plupart de mes collègues, tous les collègues auxquels je pense sont des gens qui sont complètement dédiés à leur métier, mais des fois, on a un peu l'impression que les gens font ça en attendant. C'est une belle manière de gagner sa vie. Oui, c'est ça, ou qui font ça, mais ce qui les passionne plus, c'est d'écrire un roman quand ils sont en congé, ou c'est correct d'avoir des activités extracurriculaires, puis d'aller faire du hiking. Mais, en tout cas, moi, je pense que les bons journalistes, ce sont ceux qui sont complètement obsédés par ce qu'ils font. Obsédés, là, quand même dans les frontières de la santé mentale, d'une bonne santé mentale. Là. Mais, tu parles à un gars comme Patrick Lagacé ou Nathalie Piotrowski, quand j'ai fait, pas longtemps après qu'elle ait pris sa retraite, j'avais fait une entrevue avec elle au sujet de son autobiographie. Puis, elle m'avait dit... ce que j'aime présentement, c'est que je me sens vraiment libéré de la pression de trouver un sujet pour mes 2-3 chroniques hebdomadaires. Là. Ah, wow. Puis, mais on sent qu'elle fait encore de la radio. Puis elle fait plein de trucs, là, c'est ça. Oui, elle est passionnée encore par ce qu'elle fait, mais cette pression-là, ça peut devenir une pression, mais c'est aussi un carburant qui est vraiment très précieux. Là. Trouver des sujets, regarder le monde avec ces yeux-là de comment je peux prendre cette affaire-là qui est intéressante, puis construire un récit, construire un article autour de ça. Ça, pour moi, c'est au moment où j'ai compris que je pouvais faire ça aussi, c'est-à-dire qu'éventuellement, je suis passé de Voir Estrie, qui a fermé ses portes, à un hebdomadaire qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait La Nouvelle, qui était lié à la Tribune à Sherbrooke, puis qui était distribué dans le Publisac. Là. Puis c'était donc un hebdo qui avait pris la décision, c'était ma patronne à l'époque, mon amie Sonia Bolduc, qui avait pris la décision en voyant que ça devenait de plus en plus inutile pour un hebdomadaire de couvrir l'actualité chaude quand, l'hebdo arrivait le vendredi dans le Publisac, mais là, les nouvelles de lundi, c'est pas mal passé date. Donc, on faisait des dossiers thématiques, c'était ça qui constituait le journal. Ça ressemblait un peu à ce que Urbania a fait pendant plusieurs années, mais avec des moyens vraiment différents. J'allais dire plus modeste. Urbania n'avait pas de si grands moyens que ça, mais on avait vraiment des moyens très, très, très modestes à La Nouvelle. Puis Sonia nous disait, partez, là, ou va dans cette conférence de presse-là, mais parle pas aux personnes à qui tout le monde parle. Essaie de trouver la personne dans le coin qui a l'air... Ah ouais, elle disait ça. Oui, ça, c'est un des grands conseils que Sonia a donné à plusieurs personnes. Va à la conférence de presse, mais parle à la personne à qui personne parle, puis si ça se trouve, avoir des choses intéressantes à dire. Puis c'est quelque chose qui se vérifie quand même assez souvent, ça. Mais puis c'est aussi un conseil un peu plus large de... Pense d'une manière différente, essaye de parler à des gens à qui on parle pas régulièrement, puis c'est souvent là que c'est pas juste là que se trouvent les bonnes histoires, mais c'est là que se trouvent parfois les histoires qu'on n'a pas encore entendues. Donc, aller toucher l'inconnu, là. Aller voir un peu ce qui se passe. C'est ça. Puis aller toucher l'inconnu aussi, c'est valable aussi dans la manière dont on construit des entrevues, donc pas hésiter à poser des questions qui sont parfois un peu en respectant les gens, bien sûr, puis en respectant leur sensibilité, en étant bienveillant, mais quand même oser aller là où des fois c'est un petit peu plus difficile, un petit peu plus sensible. Mais non, c'est ça. Puis c'est donc en travaillant pour... Parce qu'à Voir Estrie, on faisait beaucoup de couvertures qui étaient très liées à des événements. T'sais, ce chanteur-là vient faire un spectacle, donc on l'appelle, il nous parle de son spectacle. Ça finit là, ouais. Tandis que à La Nouvelle, on pensait... la couverture culturelle, on la pensait de manière plus large. Puis j'ai aussi fait autre chose que du journalisme culturel, beaucoup de textes
plus à caractère humain, parce que c'était un journal qui était très lié à sa communauté, puis le human interest a mauvaise presse, mais ça a vraiment été ça aussi très utile pour moi. Ça a été vraiment riche en apprentissage parce que quand tu fais... mettons, à un moment donné, c'était la semaine de prévention du suicide, puis j'avais une chronique dans la nouvelle qui s'appelait « Une bière Clamato avec ». C'était un grand entretien que je faisais dans un lieu qui s'appelle la Taverne Alexandre à Sherbrooke, qui est une très belle taverne où des gens à la fois du milieu politique et des ouvriers se réunissent, puis des artistes, puis tout le monde, et mangent du smoke meat et boivent de la bière. J'aimais beaucoup ça aller là, j'y vais encore à toutes les fois que je retourne à Sherbrooke. Donc j'avais décidé de faire mes entrevues là à chaque fois autour d'une bière Clamato, qui était mon breuvage de prédilection. Puis donc je faisais ça chaque semaine. C'est la semaine de prévention du suicide. Je dis à ma boss, on pourrait faire quelque chose autour de ça. C'est un sujet qui est toujours pertinent. Puis là, elle me dit, ah oui, il y a tel monsieur qui était dans le milieu médiatique, qui était bien connu à Sherbrooke, sa fille s'est suicidée il y a quelques années, appelle-le, je suis sûr qu'il va vouloir te raconter ça puis te parler de comment il vit ça. Je dis, tu veux vraiment que j'appelle ce gars-là à qui j'ai jamais parlé puis que je dis, hey, salut Benoît, paraît que ta fille s'est enlevée la vie, voudrais-tu me donner une entrevue là-dessus? Puis Sonia elle avait un petit côté vas-y, t'es capable, mon grand, je raccroche le téléphone, arrange-toi avec ça. Wow. Donc, mais en même temps, en sachant qu'elle me mettait entre bonnes mains, parce que j'ai effectivement pris mon courage à deux mains, j'ai appelé le monsieur qui était tout à fait charmant. Puis on a fait cette entrevue-là, puis c'est une entrevue qui est, bon, à l'échelle de l'histoire du journalisme québécois, qui est peut-être un peu banale, mais qui pour moi était vraiment très, très déterminante, parce que là, tu te retrouves devant quelqu'un qui a vécu quelque chose, qu'on soit ta personne, puis qui est bouleversant, qui change une vie, pour dire le moins. Puis il faut que tu poses, toutes les questions que tu poses sont des questions difficiles. Fait qu'après, quand tu te retrouves devant P.A. Méthode ou devant Véronique Cloutier, ben tu sais... C'est pas si pire. Ben, les questions difficiles que tu peux poser à ces gens-là apparaissent quand même vraiment moins difficiles que celles que tu poses à un père qui a perdu sa fille de cette manière-là. Mais c'est ça, tu as ta liste de questions que tu dis, mais il y a aussi cette espèce d'aspect que... C'est là aussi que je trouve qu'on détermine un bon journaliste ou un mauvais journaliste. Il y a l'espèce de l'art d'écoute. Que faut savoir écouter, il faut savoir, parce qu'il y a comme des... Justement, quand tu as tes espèces de questions que tu lances, des fois, ils vont dire un truc qui peut comme t'amener ailleurs, tout ça. Donc, il faut savoir écouter tout en étant capable de réfléchir en arrière-plan, où est-ce que tu t'en vas avec ta structure. Toi, ça a toujours été là, de bord, savoir écouter les gens. Non, tu as toujours écouté bien les gens, ou c'est quelque chose qui s'est développé, ou quand tu étais jeune, les gens pouvaient... te parler, se confier avec un naturel, même que des fois, tu es comme, oh mon Dieu, c'est bizarre, les gens me disent plein de choses, ou non, ou pas du tout. Je sais pas, ben, j'ai jamais eu cette réputation-là avant d'être journaliste. C'est-à-dire que là, des fois, il y a des gens qui me disent ça, t'as une bonne écoute, tu sais. C'est facile de te parler. Mais je sais pas, moi, j'en fais pas vraiment des entrevues, donc, de l'autre côté, là, à part présentement. Mais, donc, je sais pas comment mes collègues se comportent, mais je me suis déjà fait dire par des artistes, ah oui, on a fait une entrevue avec un tel la semaine dernière, puis il nous a expliqué notre album pendant 1 heure. Ah, ça, c'est terrible. Alors que moi, ça m'intéresse pas, non seulement parce que je trouve que c'est pas vraiment pertinent, ça peut être pertinent si je fais une critique dans le journal, mais c'est pas pertinent que moi, je dise à l'artiste directement ce que je peux le dire de manière sommaire. Là. Ou demain, avec plein d'humilité, de dire, hey, je pense que cet album-là, ça veut dire ça. Dans la mesure où ça permet de faire dire quelque chose de faire dire quelque chose Donc, c'est toujours ça que j'ai en tête. Faut que tu t'adresses à la personne qui est devant toi pour la faire parler. Puis c'est quand je réécoute les entrevues que je fais dans mon balado puis que je fais aussi pour le journal, c'est toujours ça qui m'agace le plus. C'est quand j'interviens, là, en me réécoutant, je me rends compte que la personne était peut-être sur le bord de dire quelque chose de pertinent. Puis là, tu l'as coupé. Ouais, je l'ai coupé. Puis là, je m'auto-flagelle pendant des jours parce que je me trouve vraiment stupide d'avoir fait ça. Mais après aussi, il faut apprendre à... La personnalité d'un intervieweur est quand même parfois aussi liée à ses petits défauts. Je dis pas qu'il faut cultiver ses défauts non plus, mais faut pas... En tout cas, j'essaie d'apprendre à ne pas trop... obsédé et à pas trop me fouetter. Là. Donc, moi, c'est ça, je parlais d'écoute. Il y a une de tes grandes qualités que... C'est vraiment le fun d'être avec toi, Fred, parce que là, tu me lances plein de compliments. Non, mais il faut en parler, parce que ça, c'est quand même l'affaire que je sais qu'il y en a aussi qui sont admiratifs de ton podcast, qui se disent comment il fait pour persuader tout ce monde-là, pour faire de la longue entrevue. Parce que, mine de rien, dans ton podcast, il y a pas mal de gens qu'on peut pointer du doigt et dire, ces gens-là font jamais de la longue entrevue, ils font toujours de la courte. On est habitué de les voir, là, des fois, là, quand ils font
un 10 ou 12 minutes radiophonique. Des fois, c'est comme très rare qu'ils vont le faire. Toi, tu as réussi à mettre le grappin sur des pas pires gros morceaux. Ça, je veux comprendre. C'est quoi cette opération charme que tu réussis à... C'est quoi, t'envoies des fleurs, des cadeaux par la poste? Flagornerie, billets de spectacle, invitation à souper. C'est parce qu'il faut que tu les appelles. Chocolat. Mais c'est parce que moi-même, je fais un peu le truc. Quand je lance ma ligne à page pour les inviter au podcast, j'explique. J'ai une façon d'expliquer c'est quoi. Je leur explique tout ça. Il y a toute cette façon comment... Donc, tu dois avoir limite une mini-recette pour parler aux gens, mais il faut que tu l'adaptes tellement à chaque individu. Oui, mais... Il n'y a pas tellement de secrets. Là. Un des secrets, c'est la patience. Dans le cas de Marc Labrèche ou de Stéphane Bureau, là, c'est deux entrevues dont je suis fier des entrevues, mais je suis surtout fier d'être parvenu à les convaincre. Là. C'est surtout ça. C'était surtout ça l'enjeu. Ces deux-là, j'ai jamais compris comment tu as réussi à mettre la main là-dessus. Dans le cas de Marc Labrèche, à Sherbrooke, je faisais un talk show devant public qui s'appelait Le Show Tardif. On recevait des artistes, donc j'avais reçu sa fille, notamment Léane. Puis j'avais invité Marc. Puis Marc, il faut que tu lui écrives directement, il faut que tu trouves son courriel. Mais là, j'ai des amis recherchistes qui avaient eu la gentillesse de me donner son adresse courriel, donc j'écris à Marc, puis Marc, puis il a cette réputation-là, j'en ai parlé avec d'autres gens, il répond à tout le monde. Si tu écris, puis tu l'invites à quelque part, si tu l'invites à jouer au mini-pot, il va te répondre oui ou non, mais il va te répondre. Il va te répondre dans un délai assez bref même. Puis donc, mais Marc m'avait répondu, puis il écrit des courriels aussi qui sont très très drôles, puis qui sont vraiment écrits. Là, tu les lis, puis t'entends la voix de Marc Labrèche dans ta tête, c'est formidable. Mais il m'a toujours dit non en prétextant que, puis il dit là, à plusieurs reprises dans l'entrevue qu'il m'a accordée, finalement, qu'il n'y a rien à dire, lui, Marc Labrèche, ce qui est c'est ça. tout à fait faux. Il n'y a rien d'intéressant à dire. C'est ce qui est très, très faux. Mais c'est ce qu'il me répondait à chaque fois. Puis je respecte ça. Donc, à toutes les fois, je lui disais merci, Marc, puis merci d'avoir pris le temps de me répondre. C'est vraiment très touchant. Puis dans son cas, évidemment, là, quand j'écris à Marc Labrèche, je lui dis d'emblée à quel point la fin du monde est à 7 heures. Pour moi, ça a été majeur, puis à quel point ça a formé mon imaginaire. Je veux dire... Puis pour tellement de monde aussi. Là. Oui, c'est ça, pour plein de gens de ma génération. Mais... je me retrouve devant Marc Labrèche puis je suis intimidé pour plein de raisons, mais notamment parce que j'ai peur qu'il se rende compte que mon humour au complet, je lui ai volé. Là, si j'ai fait rire quelqu'un un jour dans ma vie, c'est parce que j'ai volé l'humour de Marc Labrèche, là, avec vraiment moins de talent que lui. Donc, dans son cas, ça a été ça. Stéphane Bureau aussi, ça a été de la patience. Là, des fois aussi, j'essaie d'être stratégique, puis dans le cas de Stéphane, je lui ai écrit, il m'a répondu lui aussi qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à dire, qu'il préférait être dans la chaise de l'interview ouvert. Dans son boulot. Ce que je comprends tout à fait. Puis là, après, il y a des gens, j'ai travaillé avec une recherchiste qui travaille souvent avec Stéphane, qui s'appelle Caroline Duplessis. On la salue. Salut Caroline. Puis là, Caroline, elle m'a dit, on parlait de mon balado, comme ça, elle m'a dit, tu devrais inviter Stéphane Bureau. Puis je dis, je l'ai déjà invité, mais il m'a dit non, qu'il n'y avait pas grand-chose à dire. Alors, je vais lui en glisser un mot. Donc là, Caroline en parle à Stéphane, puis là, ça commence à faire du chemin. J'imagine, là, j'ai pas parlé de tout ça avec Stéphane, mais j'imagine que ça a fait du chemin dans son esprit. Là, il y a des beaux hasards qui se produisent, comme je reçois Guy Jodoin à mon balado, puis Guy, je le connais un peu parce qu'il vient de Sherbrooke, puis je l'avais reçu au Show Tardif, puis c'est un homme d'une générosité absolument exceptionnelle. Donc, je l'ai invité pour mon balado, il vient faire mon balado. Le lendemain, il est en entrevue avec Stéphane Bureau, puis il reste au bout du fil avec Stéphane après, puis là, il lui parle de moi, mais sans que j'ai sollicité Guy Jodoin pour qu'il fasse ça. OK, mon Dieu. Donc, j'imagine que ça fait son chemin. Mais j'ai aussi été persistant. Là. Une fois par 6 mois, je réécrivais à Stéphane. Puis, hey Stéphane, je suis encore là. Puis, si ça te tente, si t'es au Québec bientôt, fais-moi signe. Ça a marché. Ouais, ça finit par marcher. Je suis super content. Mais souvent, donc, dans mon premier courriel, j'ai quand même aussi le luxe là, que les relationnistes au Québec, compte tenu du métier que je pratique, il y en a plusieurs avec qui j'ai des relations qui commencent à dater de quelques années maintenant. Donc, ils savent que j'essaie de pratiquer mon métier avec sérieux. Puis qui vont relayer peut-être plus rapidement l'invitation à l'artiste en question que si c'était Joe Blow qui envoyait le courriel. Mais j'essaie dans mes invitations quand même de cibler, souvent de parler d'un moment, j'essaie de penser à un moment spécifique qui, moi, m'a marqué dans la carrière de cet artiste-là, puis dont je suis à peu près sûr que cette personne-là se fait pas parler très souvent. Là, chercher l'angle. Là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui pourrait je veux pas être trop flagorneur, mais qu'est-ce qui pourrait
convaincre cette personne-là, lui faire comprendre que Dominique s'intéresse sérieusement à moi. Là, parce qu'en même temps, tous ces artistes-là, on s'intéresse à eux constamment et pas toujours pour les bonnes raisons. Mm-hmm. Et j'imagine que ça peut devenir agaçant, ça, puis ils veulent peut-être pas venir accorder une autre entrevue à quelqu'un qui veut juste être en présence d'une personne célèbre. Ah, mais ça, d'ailleurs, parlons-en, parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont groupies, hein? Il y en a. On m'a déjà accusé d'être trop groupie, Fred. Pour vrai? Oui, il y a quelqu'un qui écrit ça dans les commentaires sur Apple Podcast. Bon, ben, tant mieux pour lui. Moi, tu vois comment je prends bien la critique négative. Mais en plus, moi, je te considère pas de cette gang-là. Non, moi, une fois qui m'avait le plus fasciné, c'était Marc-André Lucier. Sur sa page de réseaux sociaux, il était, je pense, à la Mostra, ou je me souviens pas lequel, je pense que c'était à la Mostra. Puis il montre... Il a filmé comme en arrière-plan, je pense que c'est lui ou quelqu'un d'autre qui l'avait filmé, parce qu'il l'a partagé. Puis c'était comme on voyait une fin d'entrevue avec un méga casting. Ils avaient toutes, Kate Blanchett, machin, ils les avaient toutes. Puis t'avais tous les journalistes qui étaient assis. Et là, ils ont fait one last question, ils donnent la dernière question, dernière réponse. Fait, merci beaucoup. Dès que c'était terminé, les journalistes ça sortait les Kodak, ça prenait des photos, ça demandait des autographes. Puis là, c'était vraiment une folie. Puis même Marc-André avait comme commenté, il a dit, mon Dieu, quelle honte, est-ce possible que des journalistes... C'est difficile de trouver la ligne, puis là, c'est clair que je vais pas t'apprendre rien si je te dis que c'est les réseaux sociaux qui ont quand même beaucoup changé les choses. Oui. Parce que, tu sais, il y a des gens qui exercent un métier public, par exemple, des gens qui sont chroniqueurs culturels, journalistes culturels à la télé, pour qui ça peut être utile d'alimenter leur page Facebook, Instagram avec des photos des gens qu'ils ont rencontrés. Écoutez ma chronique, j'ai fait une entrevue avec Fred Lambert, écoutez ma chronique tantôt à la radio, photo avec Fred Lambert. Puis là, ça à la limite... ça va, mais... Ça va parce qu'il y avait un rapport 1 à 1. Mais tu sais, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais en tout cas, la ligne est toujours floue, puis tu vois, on se l'est... je sais qu'il y a des gens qui ont été agacés lorsque Céline Dion est venue à Montréal pour la dernière fois faire sa tournée promo, rencontrer les journalistes dans un hôtel du centre-ville. Puis, moi, j'avais couvert ça. J'étais allé rencontrer Céline. On était une tablée de journalistes avec elle dans une suite d'hôtels. Puis, il y a certains jours... Puis, il y avait donc des journalistes de médias écrits. Il y avait des gens qui travaillaient pour la radio, des gens qui travaillaient pour la télé, il me semble. Puis, pour différents types de publications aussi. Donc, autant 7 jours que Le Devoir. Donc, le spectre est quand même large. Ouais. C'est ça. La tablée, c'était à laquelle je participais, il y avait Chantal Guy, que je rencontrais pour la première fois, puis qui est devenue ma collègue maintenant, mais à qui j'avais dit, Chantal, je suis plus impressionné de te rencontrer toi aujourd'hui que de rencontrer Céline Dion. Mais il y avait le gars du 7 jours aussi qui était très sympathique, mais c'est ça, qui travaille différemment de Chantal et de moi, mettons. Donc là, à la fin, il y a des journalistes qui avaient posé la question, est-ce qu'on va pouvoir prendre une photo avec Céline? Puis... Ça, j'en reviens pas. Mais bon. En même temps, il y avait, puis peut-être qu'elle va m'en vouloir de la nommer, mais Eugénie Lépine-Blondeau, que j'aime beaucoup, que je considère comme une amie. Oui. Et puis Eugénie, elle est... Grande fan. Oui, c'est une véritable fan de Céline Dion. Là. Elle n'a jamais caché. Là. Donc, elle va faire ça. Puis là, elle m'avait posé la question avant, est-ce que tu penses que ce serait correct que je demande une photo? Je suis comme... Eugénie, là, tu vas prendre une photo avec Céline Dion aujourd'hui, à moins qu'on dise non formellement, là, mais... Il me semble que ce serait logique, mais je pense qu'il n'y a pas juste Eugénie qui l'a demandé, il y a d'autres gens qui l'ont demandé. C'est clair. Finalement, comment ça s'est terminé, c'est qu'il y a eu une séance photo officielle, puis là, on se mettait tous en ligne, puis j'ai eu ma photo. Moi, j'étais pas triste, c'était vraiment merveilleux, puis au Noël suivant, j'ai pu montrer ça à toutes les matantes qui, soudainement, avaient du respect pour moi. Mais, donc là, c'est ça, la ligne, elle est différente, parce que moi, bon, je me serais passé de la photo avec Céline Dion, mais si un jour, j'interviewe Bruce Springsteen... Je vais prendre une photo avec Bruce, là. Peu importe l'opinion de qui que ce soit, puis on me traitera de groupie s'il faut, puis ces gens-là auront raison. Je vais prendre une photo avec Bruce Springsteen. C'est quand même comique. Moi, on a quand même j'ai 2 photos ici de Céline Dion, mais pas avec moi, c'est ma blonde puis ma soeur. Ils ont fait cette tournée-là, ils jouaient sur scène avec Céline, puis ça, c'était fascinant parce que Céline, elle disait pas de photos avec moi, à tous les musiciens. Là. Puis je pense qu'ils ont fait quoi? 30-35 shows, je sais plus. Puis elle dit à la fin, photo, mais tu sais, il y avait tout un setup, la photographe professionnelle, puis il y avait un horaire.
Puis elle voulait c'est tel angle, un point, c'est tout. Bon, là, mais c'est hallucinant, là. Tu sais, puis même ma blonde, elle m'en parle quand elle dit, quand tu prends une photo avec Céline Dion, elle te contrôle. Elle dit, elle dit, écoute, elle m'a pris par la hanche, tac, tac, tac. Elle dit, elle sait exactement comment elle va looker le mieux. Elle sait comment toi, tu vas looker le mieux aussi. Puis elle fait un petit twist comme ça. En tout cas, moi, je trouvais ça tellement drôle. Mais en tout cas, bref, donc Bruce, OK. Non, mais alors, ce que je veux dire, c'est que la ligne, elle est toujours fluctuante. Puis peut-être pour répondre de manière plus sérieuse ou de manière plus concrète, c'est que je pense qu'il faut pas brider notre enthousiasme. Tu sais, les gens font souvent la comparaison avec le journalisme politique. Là. Ça aurait pas de bon sens qu'un journaliste politique soit ami avec un politicien, ce qui arrive, by the way, quand même assez souvent. Quand même, ouais. Mais, tu sais, sans devenir ami avec les gens qu'on interviewe quand on est journaliste culturel, on a des enthousiasmes, on a des vies avant de devenir journaliste, exact, on a des goûts, puis je vais pas faire semblant si je me trouve devant un artiste que j'admire vraiment beaucoup que je me fous de son travail. Donc ça veut pas dire que chacune de mes questions va être teintée par cette admiration-là, mais après, je vais pas cacher mon enthousiasme si c'est bel et bien le cas, puis des fois, je me retrouve aussi, en fait, je me retrouve la plupart du temps devant des gens dont je respecte puis dont j'admire le travail, mais jusqu'à un certain point, qui font pas partie de mon panthéon personnel, puis j'essaie quand même aussi de les mettre en confiance, parce que moi, j'interviewe plein de gens à chaque semaine, mais pour ces gens-là, c'est un moment précieux là, d'aller à la rencontre de la presse qui arrive une fois qui va peut-être arriver une seule fois dans leur vie, qui arrive s'ils ont beaucoup de succès, qui arrive une fois aux 2, 3, 4 ans. Ça demeure un moment important. Avoir un article dans un journal comme Le Devoir, comme La Presse, à la radio, ça peut être déterminant dans une carrière. Ça peut être déterminant sur la réception. Je dis pas ça pour me donner trop d'importance, mais ça peut être déterminant. Mais donc, il faut garder ça en tête. C'est quand même... c'est peut-être une plus petite forme, mais tu sais, le petit truc que tu as écrit sur notre podcast, honnêtement, merci encore. C'était très gentil que tu fasses un petit topo là-dessus, mais ça a donné un bon... que je pourrais, tu sais, que j'ai quand même beaucoup de following à cause de ça. Ça a donné un... Écoute, à chaque semaine, on est rendu presque dans les 500 téléchargements. Tu sais, ça l'a vraiment aidé. C'était un coup de pouce. Je suis très content, mais c'est vraiment très, très bon. Là. Moi, je l'écoute... mais t'es fin, man. Je l'écoute, puis c'est très, très bon. Puis en fait, je reviens pas d'être au même micro que Ben Chemi, parce que moi, je suis un grand fan de Soons. Ben oui. Je les suis depuis les tout débuts. Je les ai vus en spectacle souvent. C'est tellement bon, ce Ben-là. J'aime beaucoup l'album que vous avez fait, Le Quatuor, avec lui récemment. Donc, bravo pour tout ça. Je reviens pas d'être au même micro que lui. Hey, mais dis-moi donc, c'est quoi la forme d'art que tu préfères critiquer? Parce que t'en fais pas mal. Tu sais, tu touches à toutes sortes de trucs, mais est-ce qu'il y a quelque chose, y a-tu un truc dans lequel, quand tu mets tes pieds de critique là-dedans, t'es comme « Ah, je me sens bien, là c'est ça, c'est... » Ben, ce que j'ai fait le plus, c'est de la critique littéraire. C'est ce que je faisais au Devoir. Parce que c'est pour ça que... Ben, c'est Catherine Lalonde là, qui était venue me chercher. Catherine que j'aime beaucoup, qui est poète aussi. Qui m'a, elle aussi, quand même donné beaucoup d'outils dont je me sers encore aujourd'hui, qui a été très déterminante dans mon parcours. Puis, je sais pas trop, je pense qu'elle m'avait lu dans la nouvelle, parce que je faisais des critiques dans la nouvelle, des critiques de livres parfois. Puis, elle cherchait des gens, donc elle m'avait proposé de faire quelques textes. Puis, elle m'avait bien accompagné au départ. Parce que c'est quand même une forme qui est difficile à maîtriser, puis qui peut justement prendre différentes formes, la critique littéraire. Donc, ça, j'en ai fait pas mal. Puis, t'as quand même l'espèce de filet de sécurité quand tu fais surtout de la critique de fiction, là, de romans, où il y a un bout de ta critique, c'est que t'es en train de résumer de quoi ça parle, cette affaire-là. Ouais. Éventuellement, tu vas donner ton opinion, tu vas le situer dans le paysage littéraire québécois actuel, parler de tes influences, etc. La critique musicale, c'est toujours un exercice qui est périlleux parce qu'il y a comme des... Je veux dire, les clichés, ils viennent en barouette, là, puis c'est difficile de les éviter quand on parle de... Tu sais, il y a je lisais là, hier compte-rendu de spectacle métal à Trois-Rivières, puis là, c'est comme une carte de bingo de tous les clichés que tu peux employer pour décrire de la musique lourde, agressive, etc. Mais en même temps, ces clichés-là sont utiles parce qu'ils permettent d'évoquer quelque chose, puis les gens rapidement ont une image en tête, mais on sent pas trop en quoi ça se distingue de la critique d'un autre spectacle ou d'un autre disque métal. Puis c'est difficile parce que, bon, souvent, les musiciens, où il y a des musiciens qui vont reprocher à la critique
aux critiques musicaux de ne pas connaître la théorie, puis de pas parler de la musique en termes précis. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de critiques qui parlent de la musique en termes précis, en tout cas en musique populaire, mais je sais pas si ce serait spécialement pertinent, là. C'est original, peut-être, un peu, mais non, mais OK, je comprends ce que tu dis. Puis l'humour, mais l'humour, ça, c'est peut-être la forme que j'aime le plus, finalement. Je réponds à ta question 15 minutes plus tard, là. Non, c'est bon. Mais parce qu'il y a pas trop de... Le canevas est pas tellement existant. T'sais. Évidemment, il y a des gens qui font de la critique d'humour au Québec depuis longtemps, mais c'est pas clair de quoi on devrait parler. Puis j'aimais beaucoup ce que... Chantal Guy faisait de très bonnes critiques. Elle écrit encore parfois sur l'humour, mais elle fait moins depuis qu'elle est chroniqueuse. C'est ça qui explique. OK, je comprends. Ouais, voilà. Okay. Mais Chantal, c'est elle qui... Tu sais, quand je me suis mis à écrire au devoir, là, je faisais des critiques littéraires, puis là, je voulais élargir mon champ d'activité, mais il y a déjà plein de pointures au devoir, puis j'avais écrit beaucoup sur la musique, mais le devoir avait déjà ses experts en la matière qui sont encore là, Philippe Papineau, Philippe Renaud, Sylvain Cormier. Mm-hmm. Donc là, je cherchais ce qui restait à couvrir, là, ce serait quoi l'interstice dans lequel je pourrais me glisser, puis historiquement, au devoir, l'humour, ça avait pas tellement pris de place, parce que c'était le journal, le quotidien plus intello, fait qu'on parlait des apartistes, puis je sais pas quoi d'autre, mais l'humour populaire, il figurait tout simplement pas. Donc, je me suis mis à proposer des sujets qui étaient davantage liés à ça, puis ça a fonctionné. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai pris aussi une forme qui parfois qui ressemble peut-être un peu à de l'analyse littéraire, là. Je veux pas le dire de manière trop prétentieuse, mais la question que j'aime poser à un spectacle d'humour, c'est qu'est-ce que l'humoriste sur scène est en train de me dire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, tout simplement? Oui, des fois, c'est plus... Parce que des fois, il est en train de me dire rien pantoute. Ouais. Mais, quelle forme ça prend, dans quelle tradition il s'inscrit, puis qu'est-ce qu'il est en train de me dire sur le monde, c'est quoi les valeurs que son spectacle défend, même malgré lui. Là, le monde de l'humour au Québec a beaucoup changé au cours des 15 dernières années. Mais bon, il y a eu une certaine époque où les humoristes, évidemment, n'importe quelle forme de prise de parole dit quelque chose sur le monde, mais des fois, c'est malgré l'artiste sur scène. Là. Donc, c'est ce genre de questions-là que j'aime poser à un spectacle parce que souvent, les gens vont dire mais là, c'était-tu drôle ou c'était pas drôle? Sauf que quand tu vas voir un spectacle, surtout, mettons, une première d'un artiste, d'un humoriste établi ou d'un humoriste qui présente un premier spectacle, mais qui a toute une équipe derrière lui, c'est rare que ça se peut que toi, tu trouves ça pas drôle, mais c'est rare que tu te retrouves dans une salle, puis tu l'as fait toi aussi là, chez Catherine Perrin, c'est rare que tu te trouves dans une salle où ça rit pas du tout. Ça arrive, mais c'est assez rare. Donc, je peux trouver que les grandes crues, c'est pas mon type d'humour, mais c'est sûr que les gens qui sont là sont crampés, puis c'est la meilleure soirée de leur vie. Ouais. Non, puis écoute, tu nommes l'exemple que j'avais moi-même nommé à Catherine Perrin. Je me souviens de cette critique-là, puis c'est un des moments où je me suis dit, j'aimais déjà tes critiques de musique classique, mais je m'y connais vraiment pas dans ce domaine-là. Ouais. Mais quand tu avais parlé des grandes crues, en fait, j'appréhendais un peu que tu dises c'est de l'humour cliché, etc. Puis tu avais fait une critique qui était, j'allais dire généreuse, qui était pas généreuse, mais tu considérais ce qu'elle faisait pour ce qu'elle faisait et non pas pour autre chose. Puis en même temps, c'est un peu ça la beauté de l'humour. Hein. Écoute, comme tu dis, c'est cool parce qu'au Québec, c'est rendu tellement plus large. On a tellement, pas sombré, mais on était tellement sous l'emprise de personnages, tu sais, pendant tellement d'années. J'ai grandi là-dessus, j'aimais ça moi-même quand j'étais plus jeune, quand j'étais plus petit. J'écoutais au Beau Dimanche, à une époque où est-ce qu'ils sortaient les specials. C'était le HBO, le HBO du Québec. Puis certaines fois, de temps en temps, des affaires, puis c'était toujours des personnages, puis tu t'habitues à ça. Puis là, tranquillement, on est devenu à avoir d'autres personnalités sur scène. Puis, écoute, c'est drôle qu'on parle d'humour. Ça m'amène à mon sujet. Une idée d'enquête pour toi. Alors que tu vas pouvoir aller plus loin là-dedans. Moi, je ne sais même pas par où commencer dans cette affaire-là. C'est un sujet... Est-ce que tu as un autre humoriste à dénoncer? Non, c'est un sujet qui m'obsède depuis quelques années même. Ouais. 21 août 2017, c'est la mort de Régent Ducharme. Régent Ducharme meurt. Le 22 août 2017, sur Twitter, Norm sort son truc qui dit « Sad day today, my best friend and mentor, Régent Ducharme, hath died. » Et là, en dessous, il y a comme genre... Tout le monde fait « Oh, sorry, for your loss. » Il y a une personne qui ose écrire « You knew him? » Et c'est mort. Et après, je me suis mis moi-même à être un peu obsédé sur... cette idée-là, premièrement, d'amitié,
l'idée de mentor. Et là, j'ai retracé une entrevue qu'il y a très longtemps, Norm Macdonald avait fait à CBC, dans laquelle il mentionnait un livre de Ducharme, disant que c'était un de ses livres préférés. Je me sais plus, il est où, lequel. Et that's it, fin d'histoire. T'as-tu un hint là-dessus, pour vrai? Non, pas du tout. J'avais commencé à creuser un peu ce sujet-là pour une chronique que je voulais faire. On dira ce qu'on voudra à la radio. Puis j'en ai un peu parlé avec... faudrait que j'en parle, d'ailleurs, la prochaine fois que je vais l'interviewer. À Mike Ward, qui a connu... Je pense que c'est l'humoriste québécois qui a le mieux connu. Il connaît quand même pas mal les humoristes américains parce qu'il tourne un peu partout sur la planète. Puis je pense qu'il a passé plusieurs soirées avec Norm. En tout cas, il y a eu des conversations avec lui. Puis ce qu'il me disait, c'est que c'était probable qu'il ait réellement connu Régent Ducharme parce qu'il était toujours demeuré attaché à ses... Parce qu'il est né au Québec, Norm Macdonald. Ouais. Il était toujours demeuré attaché à ses racines québécoises. Donc, que c'était probable, mais en même temps, ce qu'on sait de Régent Ducharme, c'est qu'il fréquentait pas beaucoup de gens. Il voyait encore Robert Charlebois à l'occasion dans ses dernières années. C'est la personne que je pense la prochaine fois, si je la croise, si je croise Robert Charlebois sur un plateau, whatever, que je joue des fois, là, c'est sûr que je vais l'attaquer avec cette question-là, mais moi, ça me demeure c'est toute l'idée. En fait, oui, c'est intéressant si ces deux-là étaient amis, mais c'est aussi l'idée de Régent Ducharme, c'était-tu un bingo qui aimait s'amuser puis faire puis écouter, tu sais, parce que Norm Macdonald ce qui est sûr, c'est que c'était un grand lecteur et c'était un grand lecteur de littérature russe, puis il citait souvent Tolstoï en entrevue. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'humoristes américains quand même, il y a de plus en plus d'intellos dans le monde de l'humour, là, mais des gens qui citent Tolstoï, c'est ça court pas les rues. Mais c'est pour ça. Dans ce que je serais curieux de savoir, d'aller au fond des choses. Et que je suis même allé j'ai commencé à essayer de trouver l'adresse email de sa femme puis de ses enfants. J'étais vraiment motivé, mais là, j'ai comme abandonné. Moi, j'avais envoyé un message, non pas à sa femme ou à ses enfants, mais à Joyce Napier, qui était sa belle-sœur, donc qui est mariée à son frère. Puis ils ont fait une très belle entrevue ensemble quelques années avant qu'il meure, ou je sais pas c'était quoi le prétexte, mais Joyce Napier, elle travaille à Toronto, en tout cas c'était une entrevue en anglais, il me semble à CTV peut-être, puis ça se trouve encore sur le web, ils sont pas dans le même studio, mais en tout cas c'est très amusant, puis tu sens leur complicité, puis tu sens évidemment qu'ils ont passé de beaux moments ensemble. Donc j'ai écrit à Joyce Napier, puis elle m'a répondu un message très, très élégant mais assez bref qui disait je comprends ton travail parce qu'on pratique le même, mais je peux tout simplement pas te répondre. Puis là, la question que je me suis posée à ce moment-là, parce que je veux pas évoquer quelque chose de trop triste, trop tragique, mais Norm a quand même été dénoncé. Il n'y a pas eu de grandes enquêtes journalistiques du New York Times, par exemple, sur des comportements répréhensibles. Ah, t'es sérieux? Ah, ça, par contre, j'en ai aucune espèce d'idée. Lorsqu'il est mort, il y a quand même quelques humoristes féminines qui ont fait des tweets à son sujet. Puis, mon Dieu, si tu mets ça dans Google, tu vas trouver ça assez rapidement. Damn. OK, ça, je suis même pas... Écoute, on en parle, on peut pas tout suivre, mais j'étais pas au courant. C'est ça. Donc là, je me suis demandé si Joyce Napier préférait ne pas parler publiquement. Après, là, ça, je suis entièrement dans les suppositions, mais c'est peut-être pour ça. Donc là, à ce moment-là, j'ai abandonné le sujet parce que j'avais peut-être pas le goût non plus. Mais en tout cas, tu viens de pas pire, quand même bien péter ma ballonne et mon intérêt de poursuivre. Mais en même temps, c'est peut-être. Je dis ça, puis je veux pas, sombrer dans la diffamation. Parce non, mais écoute. Mais il y a des allégations qui circulent au sujet de Norm Macdonald qui m'ont moi-même beaucoup attristé parce que j'ai une admiration infinie pour son travail, puis quand même encore assez régulièrement, là, je vais... en tout cas, dans certains moments, là, quand je me trouve dans un certain état émotif, je vais revoir son dernier set qu'il a fait chez David Letterman, puis là, il finit en lui disant qu'il l'aime, puis David est complètement pris au dépourvu. Là. Ah non, puis il faisait du bon stuff. Ouais. Anyways, bref, c'est l'heure de la prescription. OK, Dominique, je t'écoute. Ah oui, d'ailleurs, je vais juste mentionner un truc.
c'est drôle que j'ai décidé de faire ça avec toi. D'habitude, pour la prescription, je demande toujours qu'est-ce qui te fait triper ces temps-ci, C'est ça que j'avais compris. Puis là, c'est ça que je fais d'habitude. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle tentative que je fais et je la fais avec toi. C'est suite à ce que des gens m'ont écrit un peu, parce qu'il y a eu certains invités qui sont arrivés parfois avec des vieux films, des vieux trucs, puis ils disaient ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, et les commentaires étaient très positifs. Les gens me disaient, j'aime tellement ça, savoir ce que l'invité, quelle œuvre a changé cet invité, qu'est-ce qui l'a transformé, plutôt que de savoir qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement d'intéressant. Et là, je fais, ok, peut-être qu'on peut essayer ça. Donc, c'est un essai. Pour quelques semaines, je vais essayer de demander des œuvres marquantes aux invités. Si ça vous plaît, cool. Si ça vous plaît pas, ben cool aussi. On va revenir à l'autre formule, c'est pas grave. Donc, d'accord, mais j'aime ça avec ton cobaye, Fred. Ben aujourd'hui, t'es le cobaye, alors. Puis là, je sais que quand je t'ai demandé ça, t'étais comme, oh my God, t'as dit, c'est pire. C'est pire que d'être invité à mon propre émission. Oui, parce que, non, mais ce que je t'ai dit, c'est que c'est une question qui est pire que celle que je pose à la fin de Deviens-tu ce que t'as voulu, qui est la question, deviens-tu ce que t'as voulu? Mm-hmm. À laquelle les gens, on m'a déjà dit ça aussi, puis c'est vrai, les gens finissent toujours par répondre. C'est pas arrivé souvent que les gens disent, non, je suis pas devenu ce que je voulais. C'est arrivé comme une fois et demie, à peu près, là. Ouais, c'est comme c'est vrai que c'est une grosse question. Puis aussi, des fois, on n'est pas nécessairement rendu où est-ce qu'on veut aussi. T'sais. Oui, en fait, c'est ce que les gens répondent la plupart du temps, puis c'est ce que je répondrais moi aussi, c'est que pour l'instant tout va bien, mais toi, excuse-moi, on va aller dans ton podcast tant qu'à faire. Mais toi, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais faire prochainement que tu n'as pas encore touché? Parce que là, bon, il y a la télévision, cool en passant ton émission, super la fun, qui revient. Viens souper? Oui. Oui. Ça continue? Oui, on a une deuxième saison qui commence, je pense, le 23 octobre. Super. Ouais. La radio, ça continue, les collaborations. Oui, ben là, il y a tellement de changements dans le merveilleux monde de la radio que je pense que je vais peut-être me trouver un nouveau micro, en fait. Je pense que ça va se produire, là, mais là, t'es où en ce moment? Parce que t'as le vendredi matin. Je faisais le vendredi avec Isabelle Craig. Pendant l'été? Oui, c'est ça. C'était très le fun, ça. Mais je vais probablement collaborer cet automne avec Émilie Perrault, qui reprend la casera de Marie-Louise Arsenault, puis avec les gars de la soirée qui devaient mourir, mais qui renaient, on s'y attendait. Mm-hmm. Donc la journée est encore jeune. Je serai fort probablement là, mais peut-être que je serai pas là, donc c'est ça. Donc c'est encore un peu, mais c'est ça, il y a beaucoup de mouvements dans la petite tour, on va l'appeler maintenant. Oui, dans l'aéroport. Dans l'aéroport, exactement. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu rêves de faire? Je sais pas, faire un documentaire, faire un livre ou... non? C'est sûr que là, moi, évidemment, je vais pas t'étonner si je te dis que je regarde beaucoup de documentaires musicaux, donc... Puis il n'y en a pas eu tellement, il commence à en avoir un peu plus... il y a eu le documentaire là, sur Dennis Pentis, c'était l'an dernier, qui était vraiment très très bien fait. Mais il n'y en a pas tant que ça encore, donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse, mais évidemment c'est une forme qui est complètement différente, puis qui demande des moyens, là, bien sûr. Puis sinon, écrire un livre, pas de roman, non, je suis pas du genre, je suis pas ce journaliste qui a un manuscrit qui patiente dans son tiroir, mais je dirais pas non, peut-être un jour à écrire. Le problème, c'est que, bon, écrire une biographie, ça demande du temps, puis ça demande des moyens, puis au Québec, on a rarement ces moyens-là parce que le marché est tout petit. Ouais. Donc, les biographies que ça donne... Dans la plupart des cas, c'est des livres qui se basent sur une longue entrevue. Puis des fois, ça paraît que ça n'a pas été de si longues entrevues que ça avec le sujet principal. Donc, c'est comme une longue entrevue avec ton sujet qui te raconte sa vie, ce qui peut donner de bons livres, surtout si la personne qui l'écrit est talentueuse. Mais... T'sais, moi, les biographies que j'aime, c'est celles où il y a plusieurs sources, il y a plusieurs personnes qui témoignent, puis tu sens que le biographe est allé lire la moindre ligne qui a été écrite à propos de son sujet. Puis ça, au Québec, c'est à peu près impossible de trouver les moyens nécessaires pour faire ça. Mais je dis pas que je le ferai pas un jour, que je me laisserai pas tenter, surtout si... Mais en fait, ce à quoi je rêve surtout, c'est de continuer à faire continuer à faire mon travail à la presse, puis trouver des bons sujets, parler à des gens qui parlent pas souvent. Ça, c'est comme c'est le truc qui m'excite beaucoup là, depuis quelques années, puis que j'aime faire dans mon balado aussi, convaincre des gens, puis ça demande
beaucoup de patience. Ouais. Puis il faut user de différentes stratégies de séduction, mais parler à des gens qui parlent pas souvent. Tu sais, on s'imagine pas, là, je sollicite souvent les auditeurs et les auditrices de Deviens-tu en leur disant « Écrivez-moi si vous avez des suggestions d'invités », puis là, les gens m'écrivent Jean Leloup, Richard Desjardins. Oui, ce serait vraiment super, mais Jean Leloup accorde jamais d'entrevue s'il est pas dans un cycle de promo. Et Richard Desjardins est un peu plus généreux, là, c'est pas Jean Leloup, mais c'est pas parce que j'envoie un courriel à la relationniste de Richard Desjardins qu'elle va me dire oui, Richard va être là dans les 5 prochaines minutes. Non, pas encore. Non. Ouais, ça va te toucher, ça. Mais c'est correct. Bon, écoute, il y a des affaires. Tu devrais juste jaser avec Sarah Fortin que j'avais reçue, cinéaste. Elle, il y aurait un documentaire à faire sur comment elle a fait son documentaire sur... Miranda July? Non. Elle a fait... Sarah Fortin a fait un documentaire qui s'appelle « Je m'en vais reviendre ». Ah oui, sur Stephen Faulkner. Exactement. Pardon, oui, que j'ai interviewé récemment. Écoute, tu pourrais faire un documentaire sur elle qui a fait ce film-là, parce que ça a pris, tellement d'années, puis c'était tellement compliqué. Mais ça donne un super film. Mais écoute, le nombre de temps et d'heures qu'elle a mis là-dedans, c'était comme démesuré, mais ça... En tout cas, ça explique le succès quand même de son film qui est vraiment magnifique à regarder. Ouais. Puis, je disais qu'il n'y avait pas beaucoup de films qui ont été faits sur des sujets musicaux au Québec, mais ça, c'en est un très très bon. Puis j'ai passé 1 heure avec Faulkner dans un bar à faire une entrevue avec lui. Quelque chose. Sarah Fortin mérite d'être canonisée là, pour avoir passé autant de temps. Il est pas désagréable, puis il était plutôt charmant avec moi, mais je pense que c'est un homme qui est bourru puis qui peut avoir ses humeurs. Là. Il peut avoir, mais ça. OK, on revient maintenant à la fameuse liste. Je t'écoute. Vas-y. Oui. La question que tu m'as posée, c'est quelles sont les œuvres qui ont été marquantes, qui t'ont comme, disons, transformé et que tu sens qui t'ont aidé à t'habiter, de devenir un peu ce que tu as voulu. Bravo. Ben là, ce que je t'ai répondu quand tu m'as posé cette question-là à l'écrit, c'est que je pouvais difficilement ne pas parler, même si c'est un peu ringard aujourd'hui de les citer, mais les Doors, c'est vraiment Jim Morrison et les Doors, c'est un groupe qui a été hyper important pour moi, puis pas toute leur discographie. En fait, mon album préféré des Doors, c'est leur dernier album avant la mort de Jim, LA Woman, qui est probablement leur album le plus blues. Je suis toujours fasciné à toutes les fois que je regarde la pochette puis que je regarde Jim, la photo, il y a une gigantesque barbe, il y a les cheveux longs, tu sais, il a l'air d'avoir au moins 40 ans facile, puis il a seulement 27 ans, là, il s'apprête à mourir. C'est un merveilleux album, mais puis c'est drôle parce qu'en même temps, cet album-là, c'est pas celui qui représente le mieux ce que les Doors incarnent dans l'imaginaire populaire, mais c'est sûr que les Doors, pour moi, ça a été, puis c'est pour ça que, en même temps, je suis content d'en parler parce que c'est eux qui m'ont ouvert la porte sur la littérature puis la poésie, puis ça, j'aime toujours ça quand les artistes prennent ce soin-là, puis ton segment est cool en ce sens-là parce que ça va permettre aux gens d'entendre ce qui est majeur dans la vie de plein d'artistes, mais tu sais, Jim Morrison, finalement, il a peut-être été plus important pour moi parce qu'il m'a mené vers d'autres affaires, puis ne serait-ce que un pivot, on peut dire. Oui, me permettre de comprendre que le gateway drug, comme on dit dans le milieu, c'est ça, des stupéfiants. Je suis vraiment dans le sujet, en fait, avec Jim Morrison. Mais, tu sais, Jim, il m'a permis de prendre conscience que la poésie, ça pouvait être intéressant, ce qui était pas du tout sur mon radar au moment où j'ai commencé à écouter les Doors, quand j'avais peut-être, je sais pas, 10-11 ans. Puis... ça m'a mené aussi vers une autre figure qui a été importante pour moi, c'est Lucien Francaire, qui est le Jim Morrison québécois. Puis là, on revient encore une fois, non pas à Musique Plus, mais à Musimax, parce que il y avait les musicographies à Musimax que je regardais religieusement. Puis un soir, j'ai regardé Musicographie Lucien Francaire. Je pense pas que je savais grand-chose. En fait, je pense que je savais rien sur Francaire, à part... J'avais peut-être entendu le Rapabilly, mais peut-être pas non plus. Et là, ça commence, puis il y a des images de Autre Chose, son groupe. Puis Francaire explique que Jim Morrison a été une très, très grande influence. Puis tu sais, quand t'entends 2 secondes de Autre Chose, tu l'entends, là, l'influence de Jim Morrison. Donc, Autre Chose, ça a été super important pour moi aussi. En fait, peut-être même plus important que les Doors, parce que Francaire je suis rapidement tombé dans l'œuvre poétique, l'œuvre littéraire de Francaire. En rétrospective, je pense que son œuvre est moins risible que ce que certaines personnes aiment le dire, mais c'est un vrai poète, Lucien Francaire.
qui parlait de la vie montréalaise, de la contre-culture. C'est peut-être parmi les poètes de la contre-culture celui dont la poésie vieillit le mieux, j'oserais dire ça. Vous m'appellerez si vous voulez me contredire. Puis donc Francoeur, ça a été hyper important parce que lui aussi, il m'a pointé vers plein d'autres choses. Donc le Rimbaud, puis Baudelaire, puis un paquet de musiciens punk, rock, dont je suis devenu fan ensuite grâce à lui, et des poètes québécois, les poètes de la contre-culture que je me suis mis à lire, donc Denis Vanier, José Yvon, ces gens-là qui m'ont permis de comprendre, donc parce que j'étais vraiment pas un grand lecteur quand j'étais enfant, là. J'ai lu quelques livres de la courte échelle, mais sans plus. Puis c'est vraiment au cégep, en découvrant Francoeur, puis que j'ai compris que la littérature, ça pouvait être autre chose, là, que ça ne fait pas être cette espèce de truc très, très sage et plate, qu'on nous présente quand même encore trop souvent, je pense, à l'école. Je ne veux pas caricaturer, mais je pense que c'est encore le cas. Tu vas voir quand ton enfant va être à l'école. Oui, ça va confirmer le préjugé. Tu vas du travail supplémentaire à faire à la maison. Oui, donc les Doors, après, de quoi je voulais te parler? Francoeur, les Doors, poète, cégep. Cégep, ouais. L'autre artiste là, dont je parlais, puis je l'ai évoqué tantôt, c'est Bruce Springsteen, parce que ma découverte de Springsteen, ça a été majeur, puis je pense que ce avec quoi Springsteen m'a permis de me réconcilier, c'est avec la notion d'ambition, là, puis de travail, tu sais, qui sont comme une espèce de concept des valeurs très, très américaines, là, mais qu'on peut choisir d'embrasser, puis tu sais, en faire ce qu'on veut. Là. On n'est pas obligé d'embrasser l'aspect peut-être un petit peu plus délétère de ces valeurs-là. Mais, tu sais, Bruce Springsteen en studio, c'était un gars qui était complètement obsédé, là, tu sais, qui faisait travailler son pauvre drummer Max Weinberg, là, tape sur le snare pendant 2 jours, là, jusqu'à temps qu'on ait trouvé le son que j'ai dans ma tête, le son de caisse claire auquel j'aspire. On n'est pas obligé de torturer son batteur, c'est pas ça que je suis en train de conseiller, mais il m'a quand même réconcilié avec l'idée de travail et d'ambition, au sens où on peut s'attaquer aux grandes questions, puis ça peut être aussi le travail d'un artiste populaire là, qui fait de la chanson populaire comme Bruce Springsteen, de se coltailler à de grandes questions comme qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce qu'être un bon citoyen, qu'est-ce que vieillir de manière honnête, qu'est-ce que vieillir avec grâce, qu'est-ce qu'être fidèle à ses idéaux de jeunesse. Là, ça recoupe un peu la question de mon podcast. Donc Bruce Springsteen m'a enseigné toutes ces affaires-là. Puis bon, en plus, c'est un showman absolument exceptionnel, extraordinaire. Il est dans une classe à part. Je retourne le voir en mars prochain à Greensboro, en Caroline du Nord. Burn. Parce que c'est pas parce que je tiens à aller à Greensboro, en Caroline du Nord, mais c'est parce que c'est seulement là que je suis parvenu à obtenir des billets. Ah, on oublie ça part vite, ça, c'est comme... Ouais, ça fait pas de bon sens. Donc, je m'en vais à Greensboro avec ma blonde en mars pour, ça va être quoi, la 4e ou 5e fois que je vais le voir en spectacle. Alors, les addicts de lui, là, vous autres, les fans de... Écoute, j'en ai 2-3 autour de moi là, qui sont comme ça. Là, puis vous, les disciples, là? Ouais, mais moi, j'apprécie beaucoup. J'aime ce qu'il fait, mais je creuse pas tant que ça. C'est plus comme, je peux mettre un disque, puis je trippe, c'est super bon. Mais là, je connais pas assez de détails, je connais pas le nom de ces musiciens. Je connais un peu, je sais c'est qui, mais j'ai pas des détails, mais... Max Weinberg, c'était le batteur du band de maison de Conan O'Brien. C'est ça. Donc, c'est normal, mais... Bref, c'est cool. OK, écoute, c'est des super suggestions. J'adore ça. Veux-tu que je t'en fasse une dernière? Mais ça. Je compléterais peut-être. J'en ai parlé tantôt, mais puis là, je suis un peu gêné, par exemple, de citer seulement des hommes, mais c'est le monde dans lequel on vit. Ça a été ça, ma formation culturelle. De jeunesse. Ouais, c'est ça. Mais Rob Sheffield, j'en ai parlé tantôt, qui est un journaliste donc pour le Rolling Stone, qui écrit encore, qui signe régulièrement des chroniques qui sont toujours très, très bonnes. Là. Puis j'aimerais beaucoup, là, je peux le dire, là, je vais le dire, puis peut-être que je vais le lancer dans l'univers, puis ça va se matérialiser, c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais. J'aimerais beaucoup le recevoir à Deviens-tu ce que tu as voulu, puis là, je ferai une exception, on pourrait l'enregistrer. Je sortirai mon anglais du dimanche, puis... Pourquoi pas? J'aimerais vraiment beaucoup ça. J'ai eu comme le déclic récemment parce que
pour la presse, j'ai fait une entrevue avec Marc Maron. Ben oui, puis super bonne entrevue en passant. Merci, puis j'étais content, mais en même temps, dans le contexte de la presse, il fallait quand même que je prenne soin de présenter le personnage parce que je peux pas présumer que tout le monde connaît Marc Maron parmi nos lecteurs puis nos lectrices. Mais tu sais, j'aurais aimé faire une entrevue, puis j'y ai même posé quelques questions qui étaient un petit peu plus pointues, des questions de disciples, parce que je suis un disciple de Marc Maron. Puis à ce moment-là, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, est-ce qu'on va pouvoir l'entendre, l'entrevue? » Puis non, parce que c'est pas ça le deal. Tu peux pas diffuser une entrevue que tu fais pour un journal dans un balado, mais aussi parce que mon anglais est vraiment pas parfait, il est très très loin d'être parfait, puis je serais un peu gêné, mais en même temps, je me disais, si... Tu sais, quand je fais les entrevues, les gens parviennent quand même à me comprendre, les gens que j'interviewe. Donc là, je me dis, si je le faisais avec Rob Sheffield, qui est très très généreux, je sais que c'est un monsieur gentil, peut-être que ça fonctionnerait. Puis je sais qu'il y a beaucoup de Steve Dumas, pour ne pas le nommer, qui est un grand lecteur de Rob Sheffield aussi. Vincent Vallière également, Michel-Olivier Gasse, que j'ai reçu à mon podcast. Donc il y a comme un bassin de fans fervents. Puis là, ça, c'est juste dans la communauté musicale c'est ça. De Rob Sheffield. Donc je pense que ça pourrait peut-être intéresser les gens, mais en fait, je le ferais aussi juste pour me faire plaisir à moi. Je te donne 2 ans. Tu as 2 ans pour le faire. Bon, OK, d'accord. On se rappelle on se donne un dans 2 ans. deadline. Mais là, c'est vraiment un problème. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. C'est un problème de booking parce que au Québec, tu sais, c'est quand même relativement... Les gens ont des relationnistes, tu demandes à quelqu'un, tu trouves le courriel de la personne, tu l'appelles. Rob Sheffield, là, pour l'instant, j'arrive pas à le joindre. Je lui écris sur toutes ses plateformes de réseaux sociaux, puis il répond pas. Donc, il a déjà répondu à un de mes tweets un jour, mais là, je suis pas trop du genre à faire, s'il vous plaît, directement, publiquement, là, j'aimerais vous inviter. C'est quoi la bonne tactique? Ouais, ça serait quoi? Si vous avez le courriel de Rob Sheffield ou son numéro de téléphone, auditeur de ce podcast, allez-y. Écrivez-moi. Mais donc, Rob Sheffield, puis je parlais de Clusterman aussi tantôt, ces deux-là, mais surtout Sheffield, il parle de musique. Lui, il se fait souvent accuser d'être groupie parce que quand il parle de Taylor Swift ou d'Harry Styles ou de Stevie Nicks, il le fait avec beaucoup d'enthousiasme. Puis, il a été déterminant, donc, pour moi, dans sa manière de conjuguer le personnel puis le journalisme dans ses écrits, surtout dans ses livres. Il a fait, son premier livre s'intitule « Love is a Mixtape », ça a été traduit en français. Puis il raconte là-dedans quelque chose de très, très personnel, de très tragique, la mort subite de sa blonde, de son épouse, qui était jeune. Puis il lit tout ça, évidemment, la musique était au cœur de leur relation, donc ça donne un livre qui est beau, mais qui est quand même difficile à lire parfois. Et il a fait par la suite d'autres livres sur des musiciens en particulier. Il a fait un livre sur les Beatles, puis là tu te dis « Ai-je vraiment besoin de lire un autre livre sur les Beatles? » Tu lis celui de Rob Sheffield, tu te dis « J'avais besoin de lire ce livre-là. » Il en a fait un sur Bowie, il a fait un livre où il parle de sa passion pour le karaoké. Puis il a fait un livre qui s'appelle Talking to Girls about Duran Duran, où il parle de sa découverte du monde féminin, puis ses premiers voyages en Europe quand il était adolescent. Tout ça est entrelacé avec son amour pour la musique de Duran Duran. Donc c'est vraiment une œuvre majeure pour moi, qui est une œuvre littéraire à proprement parler. Puis qui m'a enseigné, c'est ça, que la critique... ça dépend des contextes toujours, mais qu'elle peut se permettre d'être personnelle, puis que c'est souvent dans ces moments-là où elle va rejoindre le plus les gens. Là, bon, c'est un très vieux cliché que c'est l'intime qui peut toucher le plus facilement à l'universel. Puis je pense que ça se vaut aussi. Ça veut pas dire de parler de son nombril, c'est pas ça l'affaire. Ça veut pas dire de tartiner ses textes de jeu, mais il faut pas avoir peur de partir de son regard à soi sur le monde, puis sur une œuvre, puis c'est ça que m'a enseigné Rob Sheffield. Puis aussi l'humour. Je pense que moi, je rêve d'un monde journalistique, surtout en journalisme culturel, où on se prend des fois un petit peu moins au sérieux. Mm-hmm. Ça dépend des sujets, évidemment. Là, quand mon collègue fait une grande enquête sur Philip Bound, évidemment, c'est pas le temps de faire des blagues. Non. Mais c'est pas toujours des sujets aussi graves que ça qu'on couvre. Puis on peut se permettre, je pense, Puis donc Sheffield, et je veux dire, quand je le lis, ça m'arrive très très souvent de rire à gorge déployée. Puis c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer à l'occasion, moi aussi. Écoute, c'est une super liste, vraiment. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup.
Et écoute, je peux te réinviter dans quelques temps pour revenir parler quand tu vas parler à M. Sheffield et que vous aurez fait une bande rue, me dire comment ça s'est passé. Ça va me faire plaisir. Excellent. Écoute, merci encore. On continue à t'écouter sur toutes ces plateformes dans lesquelles tu es expressif et excellent. Et à très bientôt. Merci, Dr. Lambert. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.